Quelle est la philosophie à prendre pour faire une suite d'un blockbuster au cinéma? Refaire la même chose en mieux ou bien oser aller dans une direction totalement différente? Pour Hollywood, la réponse est souvent la même. Il s'agit de tout augmenter d'un cran afin que le spectateur se retrouve en terrain connu, mais sans qu'il ait l'impression d'avoir revu la même chose que précédemment. C'est un équilibre délicat qu'il faut trouver entre augmenter les enjeux précédents, faire grandir son personnage principal, incorporer des éléments inédits, et si possible, corriger ce qui ne fonctionnait pas auparavant. On pourrait appeler cela le bigger and better. Vous avez déjà entendu ces mots dans de multiples interviews d'acteurs ou lu cela dans des communiqués de studio par le passé ou bien même récemment. L'avantage de cette formule pour les blockbusters, c'est que si la suite proposée est réussie et attire le spectateur, le chemin est tout tracé pour ouvrir la voie à une franchise à succès. Mais est-ce bien toujours le cas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans Tomb Raider Files. Revenons en juin 2001. Le pari risqué de la Paramount s'est révélé payant. Malgré une production et un développement chaotiques, l'adaptation Lara Croft Tomb Raider remplit ses objectifs financiers prévus par le studio, en plus de faire une belle publicité géante pour les prochaines ambitions de Core Design en ce qui concerne le futur vidéoludique de son égérie. De phénomène centralisé de la culture geek, Lara Croft attire un tout nouveau public plus mainstream, apte à découvrir et à apprécier ses prochaines apparitions. Les discussions sur une suite sont très vite mises sur la table et le public, lui, semble intéressé. De multiples questions fustigent dans tous les coins par la presse. Angelina Jolie est-elle toujours partante? Les personnages reviendront-ils? Retrouvera-t-on Simon West à la réalisation? La production complexe du premier film, ayant fait les beaux jours de la presse de par ses rebondissements, les rumeurs s'intensifient sur le fait que celui-ci aurait même été viré durant la post-production. Ce à quoi le réalisateur répondra. Les gens disent cela de tous les films. Si vous avez déjà entendu cette histoire à propos de quelqu'un, c'est faux. Un réalisateur n'est pas légalement autorisé à être mis à l'écart. La Guilde américaine des réalisateurs protège les droits des réalisateurs jusqu'au bout. C'est un mythe qui ne fait que s'amplifier. C'est probablement l'histoire de ma divergence d'opinion avec le studio au sujet de l'humour qui a été monté en épingle et rendu sensationnel. Mais je n'ai certainement pas été exclu et j'étais là tout le temps. Si pour la Paramount tout semblait au beau fixe, et voyez dans Tomb Raider sa nouvelle franchise populaire, il n'en était pas de même pour Eidos Interactive, au vu des ventes décevantes de l'épisode Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, qui essuya à la fin des années 2000 pour l'éditeur une perte de 18,8 millions de livres sterling. Des pertes qui ne feront que s'accentuer au cours de l'année 2001. Cependant, Eidos avait plusieurs projets dans sa manche pour rectifier le tir. Tout d'abord, pour accompagner le film, la sortie le 25 juin d'un épisode faisant suite au jeu Game Boy Color Tomb Raider starring Lara Croft, sorti l'année précédente, qui fut accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la presse et les joueurs. Ce second épisode, nommé Lara Croft Tomb Raider La Malédiction de l'épée, promet de voir notre aventurière évoluer dans la ville de New York jusqu'au marécage de la Nouvelle-Orléans pour se défaire d'un sort ancestral provoqué par une épée maléfique qui pourrait bien lui coûter la vie. Ensuite, la sortie du premier documentaire TV officiel sur le phénomène Tomb Raider et sa plantureuse héroïne, intitulé Lara Croft Lethal and Loaded. Ce documentaire de 40 minutes fait la part belle à la création du jeu ainsi qu'à l'engouement médiatique autour du personnage et ses fans. Et pour terminer, des informations sur le prochain chapitre des aventures de son héroïne furent dévoilées par Paul Baldwin, alors vice-président du marketing de Eidos. Il y a un nouveau jeu en développement, mais c'est seulement que le moteur n'était pas encore prêt. C'est un nouveau moteur pour PlayStation 2 et PC. Il y a une tentative de suite du film pour l'été 2003. Et si cela arrive, nous pouvons faire un autre jeu Tomb Raider pour coïncider avec la sortie de la suite. Ce jeu va totalement relancer la franchise. En fait, je ne suis pas sûr que Lara ira dans des tombes. Pour un moment, nous n'étions même pas certains de l'appeler Tomb Raider. Maintenant, avec toute la tension provoquée par le film, nous serions fous de ne pas le faire.
Bien que l'idée de la Paramount soit de proposer un second film en un temps record, son actrice principale a d'autres priorités en tête. On pourrait croire que par le succès et les portes ouvertes de cette adaptation, que celle-ci aurait tourné immédiatement une suite, et pourtant, un déclic émotionnel face aux réalités du monde provoqué par son aventure précédente au Cambodge et la vision des conditions de vie des réfugiés de guerre pousse l'actrice à s'intéresser au sort du monde. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans l'information et ignorer que des millions de personnes sont en train de souffrir. Je veux honnêtement aider. Je ne crois pas que je me sente différente des autres personnes. Je pense que nous voulons tous la justice et l'égalité, une chance de vivre avec du sens. Nous tous aimerions croire que si nous étions en mauvaise posture, quelqu'un viendrait nous aider. Angelina, sortant tout juste du tournage de Lara Croft Tomb Raider, va prendre rendez-vous avec le UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui se trouve à Washington, D.C. Cette organisation, créée le 14 décembre 1950 par l'Assemblée générale des Nations Unies, avait originellement pour but d'aider les Européens déplacés suite à la Seconde Guerre mondiale. Elle s'ouvrira ensuite au reste du monde en 1967. Aujourd'hui, elle a pour tâche de protéger les réfugiés, de trouver des solutions durables pour les aider à reconstruire leur vie et de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Qui veille à ce qu'un État accorde le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs pour ces personnes. À ce jour, le UNHCR a pu aider en 2020 plus de 91 millions de personnes à travers 132 territoires. Après son entretien, l'actrice s'impliquera avec ferveur et dévotion dans sa première visite qui aura lieu du 22 février au 9 mars 2001. Elle prendra l'avion direction l'Afrique à Abidjan, puis s'arrêtera au Sierra Leone. Alors à l'époque au cœur d'une terrible guerre civile démarrée en 1991 par le Front révolutionnaire uni, le FRU, commettant des atrocités innommables, mutilant, tuant des hommes et des femmes et abusant sexuellement d'enfants. Au fil des jours passés à aider les bénévoles en distribuant de la nourriture, en participant activement aux discussions et observant le monde autour d'elle, Angelina Jolie se rend compte que sa vie et ses petits tracas d'actrice hollywoodienne ne sont que des broutilles à côté de la peur, de la malnutrition, les maladies et les traumatismes que vivent ces personnes au quotidien. Elle s'envolera ensuite pour la Tanzanie, au camp de réfugiés de Nyarugusu et de Mtabila, tous deux marqués par la première guerre du Congo, provoquant le génocide de plus de 80 000 personnes originaires du Rwanda en 1994 et vivant à l'époque sa seconde guerre. Elle impliquera 9 pays africains, dont une trentaine de groupes armés. Remarquant le manque de fonds dont disposent les agences gouvernementales pour effectuer ces actions primordiales, comme l'envoi de nourriture ou le manque de savon, elle se promet de trouver des solutions pour les aider dans le futur et de faire passer un message au reste du monde. Elle prendra à cœur de faire savoir tout ce qu'ont pu lui témoigner les réfugiés et les bénévoles en écrivant chaque jour le compte-rendu de ses journées qui prendra la forme d'un journal diffusé sur Internet et 2 ans plus tard sur un livre intitulé « Notes from my travels » Visits with refugees in Africa, Cambodia, Pakistan and Ecuador, retraçant toutes ses visites entre 2001 et 2002. Celle que l'on surnommait l'enfant sauvage d'Hollywood n'est plus, et laisse place à une femme empathique, désireuse d'aider son prochain. Après sa tournée promotionnelle américaine pour Lara Croft Tomb Raider, elle retournera au Cambodge du 16 au 27 juillet pour de nouvelles missions humanitaires, visant principalement à s'occuper de la situation des champs de mines laissés à l'abandon par les Khmers rouges et à l'épidémie du HIV qui augmentait considérablement. S'ensuivit une autre mission au Pakistan du 17 au 27 août, au terme de laquelle Angelina fut nommée auprès des Nations Unies en tant qu'ambassadrice de bonne volonté. Alors qu'elle trouve un nouveau sens à sa vie, la Paramount, elle, commence à échafauder ses plans pour la suite. C'est après des semaines de spéculation que le 20 août 2001, Angelina confirme officiellement que le développement de la suite des aventures de Lara Croft sur grand écran se met doucement en place. J'ai l'impression que cela va se produire. Ils en écrivent un autre. Je vais être de nouveau Lara Croft. Si nous pouvons le rendre 100 fois meilleur, si nous pouvons faire de nouvelles choses, penser à une nouvelle scène, avoir un très bon script, avec tout ce qui n'a pas déjà été vu auparavant, alors nous le ferons.
Sous cette réponse bien tournée se cachent en vérité plusieurs conditions imposées par l'actrice, qui n'était pas très heureuse avec le scénario du premier film, alors descendu par les critiques. L'actrice ayant même demandé aux fans, lors de la promotion lors d'un chat online, de lui envoyer des idées pour une suite. Lawrence Gordon, ayant compris les attentes de sa star et des fans du jeu, cherchera une base pour lancer l'écriture du second opus, et ce sont deux personnes inattendues qui écriront les deux premiers traitements, le producteur Lloyd Levin et le production designer Kirk Petruccelli. Après le premier, Kirk et moi avons passé beaucoup de temps à penser à ce que pourrait être la palette de Lara Croft et d'un film Tomb Raider. À un certain moment, on s'est dit « Et si on essayait de faire quelque chose ensemble ?» C'était partiellement en réponse d'avoir vu le premier film, en se disant « Voilà ce qui a fonctionné, et là les choses que l'on peut améliorer. » Premièrement, en termes de structure, c'est une aventure globale. L'aspect de cette aventure globale, basée sur la réalité, met le berceau de la vie dans une catégorie où peu de films se trouvent ces temps-ci. Le personnage central le rend différent des autres films. Le fait que Lara a un pied dans l'histoire ancienne et la mythologie, et un autre dans le monde de la technologie de pointe. Ces histoires embrassent la fantaisie autant que la réalité. C'est une palette riche incroyable. Lara Croft pourrait être dans un film Indiana Jones, mais Indiana Jones ne pourrait se trouver dans un film de Lara Croft. Et la même chose peut être dite avec James Bond, à cause des éléments de fantaisie et de mythologie. Nous voulions créer une histoire qui embrassait tous ces différents éléments, tout en étant concentré sur les personnages, car Lara est un personnage très spécifique, ce qui est l'élément le plus important du film. Celui-ci, nommé simplement Tomb Raider 2, est divisé en 3 actes et plusieurs parties. Il a été écrit le 7 septembre 2001. Je remercie chaleureusement l'association du MO5 pour m'avoir fourni ces documents. L'histoire se déroule sous les rives de Santorin en Grèce. Lara recherche avec un de ses amis la lentille, un objet pouvant servir à localiser la bibliothèque d'Alexandre le Grand. La récupération de cet artefact dans une cité engloutie est interrompue par l'arrivée de plongeurs venus récupérer la relique et voulant disposer de l'aventurière. Après une échappatoire in extremis, Lara apprend par le MI6 venu quérir ses services que les personnes rencontrées dans le temple font partie d'une secte, les Home Haru, et que leur chef, le scientifique japonais anciennement prix Nobel Masamune Oshii, recherche la bibliothèque pour mener à bien ses sombres desseins. Prise par le frisson de la découverte, Lara accepte de les aider à retrouver la bibliothèque, avant que Masamune ne découvre ses secrets. Sa première piste est le contact du MI6 nommé Rig, une femme d'affaires et ancienne cliente du scientifique, l'ayant payé pour qu'il poursuive d'étranges recherches de clonage afin de ramener sa fille morte à la vie. Terrassée par le chagrin après s'être fait rouler, elle lui propose un deal et lui demande de ramener son argent en échange d'une carte volée qu'elle a transmise à Masamune, la seconde pièce pouvant mener à la bibliothèque. Rig propose même une escorte si besoin, mais Lara refuse vu qu'elle ne travaille qu'en solo. Sur ces mots, elle s'envole pour la capitale du Japon, Tokyo. Elle commence ses recherches dans le building de Masamune où elle se fait attaquer par une armée futuriste. Au dernier moment, elle se fait sauver par Tomo, un ninja envoyé par Rig dans le but d'aider Lara. Tous deux feront équipe dans le but d'atteindre la bibliothèque perdue. Mais cette aventure qui commence réservera plusieurs surprises à l'aventurière et l'amènera à grandement se questionner. Bon, on ne va pas se mentir, ce traitement n'est pas forcément très excitant sur le papier. La progression du récit vogue entre une recherche archéologique en première partie, un environnement moderne en second, puis un final dans une tombe. Cette aventure concentrée en Grèce, à Londres, au Japon et dans le Pacifique revient sur la quête de la bibliothèque d'Alexandre le Grand, originalement prévue pour le premier film, et conçoit l'idée de la lentille pour la trouver. Si le premier film restait pour la plupart du temps ancré dans le réel, mis à part sur quelques moments, cette suite propose dans la même histoire des monstres, des aliens, des ninjas, dans une ambiance mi-futuriste mi-archéologique, sur fond de théories des anciens astronautes. Le tout saupoudré de combats de katana, dans une ville de Tokyo contre une secte et un scientifique adepte du clonage. En un mot, c'est un sacré bordel. Le scénario a quelques similitudes avec celui de Tomb Raider 3, Les aventures de Lara Croft, qui puise beaucoup dans la science-fiction. Dans le jeu, Lara fait face à des histoires d'aliens, des expérimentations scientifiques, dans un mix d'environnements urbains et anciens. Pour ce qui est de l'introduction de Tomo, qui accompagnera Lara durant son aventure, elle est mieux réalisée comparée à celle de Alex West, puisqu'il reste assez longtemps aux côtés de Lara pour qu'on ait le temps de s'habituer à lui.
Mais il manque malgré tout une raison et une connexion autre que physique avec l'aventurière pour que le personnage fonctionne. Au niveau des méchants, avoir deux antagonistes à la fois, c'est bien trop. Rig manque de profondeur, bien que sa motivation de ressusciter sa fille ait du potentiel, elle est à peine effleurée. Et Masamune manque de nuances, bien que je trouve le choix intéressant d'en faire un ennemi si mystérieux qu'on ne le découvre qu'en plein milieu du récit. Au niveau des scènes d'action, il y en a pour tous les goûts. Il y a un affrontement avec une anguille géante, puis des monstres dans un temple grec, l'échappatoire sous-marine avec les requins, des batailles dans un building puis dans un nightclub, des combats de katana à moto, une exploration en infiltration dans un labo high-tech, la découverte de la bibliothèque plus classique avec ses pièges, le tout s'achevant entre autres par une confrontation entre Lara et Tomo sous l'emprise de substances hallucinogènes. Mais au milieu de ces scènes de grands spectacles, il y a une séquence limite où Lara est torturée et attachée et doit charmer son agresseur pour le tuer. On retrouve également le côté bonne samaritaine de Lara, hérité d'un des scripts non utilisés du premier film, dans une scène où elle donne à une collecte pour l'UNICEF un artefact reçu à la fin de son aventure. La fin du traitement s'achève par une révélation choc. Lara est accusée de meurtre dans un journal, ce qui fait écho, volontairement ou pas, au prochain jeu Tomb Raider en développement. Concernant le contexte de son aventure, le scénario plonge la tête la première dans l'orientalisme en empilant les clichés du genre. Sumo, technologie, ninja mystérieux, etc. dans une vision de Tokyo vue et revue. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le scénario avant que celui-ci ne soit réalisable. Pourtant, sur le document, on peut également lire Tomb Raider 3 était 2005, ce qui indique qu'un troisième film était d'ores et déjà envisagé, alors que le scénario du second n'en était encore qu'à ses balbutiements. Un mois après, en octobre, apparaît un second traitement nommé Tomb Raider The Cradle of Life, et celui-ci se déroule quasiment comme le précédent à quelques détails près. Le scénario se déroule à Santorin en Grèce. Lara et son ami Léonidas plongent ensemble dans les eaux claires de la Méditerranée dans l'espoir d'y découvrir la lentille, un des artefacts pouvant mener à la bibliothèque d'Alexandre le Grand. Lara se retrouve par la suite à explorer seule un temple immergé suite à la mort de son ami par une pieuvre géante. Mais alors qu'elle approche de la chambre de l'artefact, une équipe de plongeurs fait irruption, bien décidée à s'emparer de la relique. Échappant de justesse à la mort, Lara se fera récupérer par ses amis et rencontre le MI6. L'agence lui demande ses services pour retrouver la bibliothèque qu'elle-même recherche. Tout d'abord, elle refuse. Puis, elle est informée que les hommes qu'elle a rencontrés dans le temple font partie de la secte des Mafuchin, croyant à l'existence des aliens, et que leur chef, Chen Wu, un scientifique chinois ancien prix Nobel, en serait le chef et chercherait à s'approprier les secrets d'Alexandre. Pour le frisson de la découverte et pour le bien de l'humanité, Lara accepte et fait une pause imposée sur son île privée des Seychelles, mais là-bas, elle semble suivie. À Londres, elle rencontre le contact du MI6, Rig, une femme d'affaires ayant transmis une partie de son capital afin d'aider les recherches en clonage de Wu dans le but qu'il ressuscite sa fille. S'étant fait rouler et terrassée par le chagrin, elle offre à Lara la possibilité de récupérer une carte qu'elle a transmise à Chen en échange de son argent. Et cette carte est nécessaire pour atteindre la bibliothèque. Arrivée à sa destination, la ville de Shanghai en Chine, Lara est sauvée in extremis dans le building de Wu, où elle recherchait des informations, par un fantôme de son passé. Terry Sheridan, un ancien officier du SAS devenu mercenaire et anciennement amant de l'aventurière, engagé par Rig pour l'aider contre son gré. Leur première piste, un homme du nom de Zeng, possédant un nightclub appartenant aux Mafuchin. Tous deux travailleront ensemble malgré leurs histoires passées pour retrouver Wu et la bibliothèque. Au cours de cette aventure, Lara sera forcée à se questionner sur ses choix et sera mise en confrontation avec une des questions les plus fondamentales, quelle est l'origine de la vie? Cette réécriture garde plus ou moins la même structure que le précédent traitement, mais transforme certains éléments en transposant les références japonaises à la Chine. La fin de l'aventure ne se déroule plus dans le Pacifique, mais en Afrique. Le personnage de Tomo disparaît et se retrouve remplacé par Terry Sheridan, un ex de Lara ayant officié dans le SAS devenu mercenaire. La progression est là, et la relation Terry Sheridan-Lara a plus de potentiel que celle avec Tomo, qui demeurait une simple rencontre sans grande personnalité. Le déroulement des scènes d'action reste quasiment inchangé par rapport à la première version.
Mais la scène malaisante de la torture est supprimée au profit d'une autre scène de séduction où Lara menotte Terry après leur échappatoire du labo de Wu. Celle-ci est plus racorde au niveau du passé des deux personnages. Il y a aussi un côté un peu moins sérieux avec le changement de la dernière séquence au manoir plus amusante avec une panthère blanche que Lara rencontre dans son aventure et qu'elle se fait livrer à domicile. Elle remplace l'accusation de meurtre originellement écrite. On retrouve aussi un côté moins ancré dans le fantastique avec la suppression de monstres dans le temple grec. Malheureusement, cette transposition n'évite pas les précédentes erreurs. Pourtant, des bases ont été posées entre les deux traitements qui resteront par la suite dans le scénario final. Le début dans un temple grec sous l'océan, l'intrusion de plongeurs venus récupérer la relique, le meurtre d'amis de Lara, l'utilisation d'Alexandre le Grand comme toile de fond, Lara qui utilise un requin en lui donnant un coup de poing, la découverte d'une relique menant à l'artefact final, Lara qui fait du cheval pour se détendre, la demande du MI6 à Lara, la profession de scientifique du méchant, la secte des Mafuchin qui deviendra par la suite le gang des Shailing, la transposition de l'action majoritairement dans des mégalopoles asiatiques, le repère du méchant qui est un laboratoire high-tech, Lara qui utilise son corps assez fin pour duper Terry, la tribu protégeant l'artefact, la manifestation de monstres surnaturels, la tombe finale qui défie les lois physiques, et pour terminer, le personnage et le destin de Terry Sheridan qui se fera tuer par Lara. Confiant dans leurs idées, Lloyd et Kirk envoient leur traitement à Angelina elle-même afin qu'elle donne son avis et l'actrice va dès lors s'impliquer dans la conception de l'histoire. Nous en avons tous les trois discuté au départ. Pour plusieurs raisons, j'ai fait confiance à leurs instincts car ils en savent autant sur Lara et son monde que moi. Nous avons tenu beaucoup de sessions de réflexion et avons nos idées sur comment les sidekicks de Lara, Hilary et Bryce seraient réintroduits, comment nous inclurons des requins dans la scène de la plongée sous-marine en Grèce, et comment au mieux inclure la thématique importante de la confiance et de la loyauté. Il y a des choses que je voulais faire, certains aspects que je voulais explorer, et qu'ils soient meilleurs. Je voulais que la suite soit moins fantastique, je voulais que les puzzles soient plus difficiles et intéressants, je voulais que les méchants soient forts et menaçants, et je voulais que Lara soit en danger. Je trouve que dans le premier, nous avons introduit tellement de choses que nous n'avions pas réussi à tout développer. Chaque instant semblait être « voici la différence entre le jeu et le film ». Mais à présent, c'est à propos d'elle, donc nous pouvons creuser le tout. En même temps que les premiers traitements s'écrivent, pour faire accélérer le rythme, la production commence déjà à faire travailler des storyboarders. Le premier à être engagé fut Jim Cornish. Tout d'abord non crédité comme concept illustrator sur James Bond Meurt un autre jour, censé célébrer les 25 ans de l'agent secret. Il sera ensuite rejoint par Mike Ploog, dessinateur de comics et vraie légende parmi les storyboarders, ayant pu œuvrer sur The Thing de John Carpenter, La petite boutique des horreurs ou encore Dark Crystal. Tous deux s'exprimeront en dévoilant le timing effréné et la structure décousue de la production auquel ils devaient faire face. Lorsque j'ai commencé en 2001, j'étais le premier artiste de plateau, travaillant sur des idées à partir d'un scénario initial. Au fur et à mesure que les choses avançaient, j'ai été rejoint par l'incroyable Mike Ploog. C'était un artiste époustouflant et un homme fantastique. Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager un bureau et j'ai beaucoup appris. Malheureusement, il a eu des divergences créatives avec la production et il est parti vers d'autres opportunités. Plus tard, j'ai été rejoint par un artiste venu des États-Unis, Ray Kansing. Il a travaillé sur une séquence vers la fin de la série. Ma série s'est terminée au début de l'automne 2002. Il n'y a eu aucun script qui m'a été donné durant les premiers mois que j'ai travaillé sur Lara Croft. En fait, nous écrivions le script en tant que storyboard au fur et à mesure. Ce n'est que 6 mois après que le réalisateur soit arrivé que ce script a pris une forme écrite. On peut en déduire que ces storyboards étaient conçus selon le second traitement. En témoigne la séquence de combat avec la pieuvre géante qui se déroule au début du scénario avant que Lara ne pénètre dans le temple grec. Malgré ces opérations, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l'histoire retrouve une certaine identité propre. Et pour cela, quoi de mieux que de faire appel à Core Design pour travailler dessus. Jeremy S. Smith, le fondateur et directeur de Core Design, mais aussi Head of Development chez l'éditeur Eidos, et producteur exécutif depuis le premier film, reçoit un appel de Lawrence Gordon pour mobiliser des membres de son équipe et observer les avancées sur la production du scénario. C'est donc auprès de Richard Morton et Phil Chapman, tous deux développeurs ayant participé à l'écriture des scénarios de Tomb Raider La Révélation Finale, et sur les traces de Lara Croft qu'il s'adressera,
au départ pour avoir leur retour sur ceci, et puis par la suite pour leur demander d'écrire leur propre histoire. Nous avons commencé à nous pencher sur Duel of Destinies après que Jérémy nous ait demandé de donner notre avis sur le scénario original du film Tomb Raider et sur les premières ébauches de la suite. Le scénario que vous m'avez envoyé semble très similaire à celui que nous avons étudié pour Tomb Raider 2, avec la technologie extraterrestre qui, selon nous, n'aurait pas sa place dans une histoire de Tomb Raider. Nous avons donc commencé à émettre quelques idées. Nous avons commencé par traiter le scénario comme celui d'un jeu, puis nous l'avons affiné pour en faire une expérience plus linéaire qui fonctionnerait comme un film. Ce traitement s'appelait Tomb Raider Duel of Destinies. L'histoire commence par un prologue se déroulant dans la jungle du Congo il y a 10 ans. Lara et son ami aventurier Lopez parcouraient le mont Zimaba guidés par une carte et découvraient dans son cratère des traces de vie humaine et des peintures décrivant un objet ancien appelé le halo. Son protecteur ayant reçu l'artefact s'évertua à le cacher en construisant une tombe remplie de pièges se trouvant au cœur du volcan qu'ils explorent en ce moment. Retour au présent. Au manoir Croft, Lara discute de ses prochaines aventures avec Hilary et Bryce quand une visite impromptue débarque à sa porte. Il s'agit d'un de ses anciens compétiteurs, Crispin Dry, venu lui annoncer la découverte d'une cité engloutie et l'informant qu'au vu de l'énergie qui s'en dégage, qu'elle pourrait contenir la lentille, un artefact que Lara recherche depuis des années et qui pourrait la mener à la grande bibliothèque qui contiendrait la sagesse des dieux. Il n'en faut pas plus pour piquer la curiosité de l'archéologue au vif. Rejoignant une plateforme au milieu de la mer, Lara et Crispin font la connaissance de Derek qui dirige l'expédition ainsi qu'un groupe d'anciens Marines. Tous entrent dans la cité, résolvent des énigmes et rencontrent des créatures gardiennes de la lentille. Une fois revenus sur Terre, Lara et Crispin se font trahir par Derek. En réalité, il est le chef d'une ancienne société secrète recherchant également la bibliothèque d'Alexandre et convoite les pouvoirs de la boîte de Pandore qui pourront lui octroyer la puissance d'un dieu. Derek reprend l'artefact et somme à Lara de lui révéler où se trouve le halo qu'elle a découvert des années plus tôt en Afrique. Le second artefact permettant de localiser la bibliothèque. En guise de menace, il fait tuer Hilary, le majordome et ami de l'aventurière sous ses yeux. Mais Lara reste sur ses positions. Elle sera jetée en prison avec Crispin et le duo va devoir allier leurs forces pour s'évader et retrouver la boîte de Pandore. Cette troisième histoire qui nous propose de voyager en Afrique, en Grèce, en Écosse et dans la jungle demeure assez imparfaite dans ses intentions. Certaines idées sont intéressantes comme celle de faire mourir Hilary, mais il n'y a aucun thème fort qui semble s'en dégager. L'idée de la vengeance, ce qui aurait été une idée intéressante avec Lara, n'est évoquée malheureusement que lors d'un dialogue avec Bryce. Les rouages de la narration semblent usés et nous savons sans surprise au détour du récit que Crispin, l'allié de Lara, sera un traître. Ajoutons à cela un méchant caricatural en la présence de Derek qui demeure sous-développé et une intrigue assez classique et nous avons la recette pour un scénario assez peu ambitieux dans lequel on ne s'attache que à Lara. Cependant, l'exploration des temples est omniprésente, et nous retrouvons avec plaisir ce mix entre modernité et ancienneté qui a fait le succès de la franchise, tout en restant assez fondé dans la réalité. Bien sûr, il ne s'agissait que d'un traitement, réalisé par des scénaristes de jeux vidéo, là où les codes de la narration sont différents du cinéma. Avec ces traitements écrits au style différent, la société de production n'a maintenant qu'à faire un choix pour construire son histoire, et ce qu'il leur faut pour mener à bien cet objectif, c'est un scénariste expérimenté ayant déjà mis les pieds dans des productions hollywoodiennes. Cela tombe bien puisque le respecté James V. Hart, ayant déjà écrit 3 films pour de grands réalisateurs, dont Dracula de Francis Ford Coppola, Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet de Steven Spielberg et Contact de Robert Zemeckis, est attiré par l'idée de travailler sur une franchise et appréciant le personnage de Lara Croft. Après un entretien auprès de Lloyd Levin, avec dans sa poche un court traitement écrit pour l'occasion, le scénariste sera mis au courant sur la situation autour du film qu'il devra écrire. Les producteurs, souhaitant un film plus centré sur le personnage de Lara Croft que sur son aventure, lui demanderont de se pencher sur une histoire aux bases imposées autour de Lara recherchant les secrets d'Alexandre le Grand. Il voulait une relation amoureuse, il voulait en savoir plus sur son passé et il voulait que cette relation amoureuse se termine par le meurtre de cette personne qui a façonné son enfance. Et cela m'a fasciné. C'était un Tomb Raider différent pour moi. Il est né de ses démons intérieurs, de ses désirs intérieurs et de ses envies intérieures,
par opposition aux grandes séquences d'action qui vont d'un endroit à l'autre où elle va botter des fesses et faire des one-liners. J'ai écrit la première version en 8 semaines. Je l'ai fait en un temps record. Quand c'est arrivé parce que j'aimais écrire ce personnage. Mon histoire est celle de sa relation à long terme avec Jerry Butlers, l'homme qui l'a déflorée et qui a fait d'elle la machine de combat qu'elle est aujourd'hui. Il était un membre du SAS, le Special Air Service, et il l'a entraîné dès son plus jeune âge au sein du SAS. Il s'agissait d'une histoire d'amour très torride. Elle était très jeune et il a pris soin d'elle. Ils se sont sentis follement amoureux, puis il l'a larguée et il est parti. Il s'est avéré qu'il a changé d'allégeance et a commencé à travailler pour des mercenaires. Hart choisit également d'utiliser la boîte de Pandore en tant qu'objet central de son scénario plutôt que la bibliothèque d'Alexandre, jugeant celle-ci plus intéressante. Comme nous savons que le traitement de Duel of Destinies parlait également de cet artefact, il est possible d'imaginer que le traitement écrit par Core Design ait pu influencer Hart dans sa décision. Mais comme nous ignorons le sort de celui-ci après qu'il ait été écrit, cela ne reste qu'une supposition. Les producteurs reprennent leurs mauvaises habitudes et engagent également un second scénariste pour se lancer sur l'écriture d'un script différent. C'est au mystérieux Dan Georgaris que la tâche revient. On ne sait pas grand-chose de ses débuts, si ce n'est qu'il était l'assistante de Linda Obst, la productrice exécutive de Contact, et qu'il a auparavant travaillé avec Hart sur le script d'une adaptation annulée pour la 20th Century Fox du thriller best-seller de Hot Zone, A Terrifying True Story, de l'auteur américain Richard Preston. Ce livre, sorti en 1994, raconte l'histoire de scientifiques découvrant la maladie d'Ebola venant d'Afrique et ses conséquences terrifiantes sur le monde. Récupéré par Lloyd Levin alors qu'il écrivait déjà 2 scripts pour la Paramount, l'un étant un remake du film Un crime dans la tête et l'autre Paycheck, une adaptation d'une courte histoire de Philip K. Dick, Dan fut également mis à la tâche d'écrire un concept pour Tomb Raider 2. Au départ, on m'a demandé de trouver un concept pour Tomb Raider 2 de mon propre chef, donc j'ai travaillé avec cette idée durant quelques mois. J'ai adoré le travail d'Angelina Jolie et j'ai joué au jeu quand il est sorti, donc je me sentais raisonnablement expérimenté pour ce travail. Je travaille plus à partir d'un personnage et d'un thème que d'une histoire. C'est pourquoi je n'ai jamais écrit de gros films, car ils n'accordent que peu d'importance à l'une ou l'autre des 2 catégories suivantes. Je ne savais pas que Lloyd et Kirk avaient formé leur propre vision, mais quand on m'a demandé de regarder leurs idées, leur traitement avait tout ce que je voulais voir dans la suite d'un film Tomb Raider. C'était un challenge difficile que de faire une suite meilleure que l'original et faire en sorte de rendre justice aux personnages. J'ai pensé qu'il y avait des éléments brillants dans l'histoire de Lloyd et Kirk, et j'ai commencé à structurer le tout, et avant que j'aie pu dire ouf, je savais que le script était fini. Le concept écrit par Georgaris reste à ce jour inconnu, mais celui-ci se révéla être le choix numéro 1 de la Paramount, au grand regret de Hart. Il était clairement le choix que le studio souhaitait pour réaliser le shooting draft. Pendant que les différents préparatifs sont en cours, un événement a remis beaucoup de choses en question. Le 11 septembre 2001, le monde s'arrête. Et il n'est plus question de frivolité. Les productions de films se stoppent, les acteurs n'osent plus voyager. Pourtant, Angelina Jolie continue sa cause humanitaire en faisant des donations pour les réfugiés afghans, espérant montrer au monde non seulement les conditions de vie, mais aussi le courage de ces personnes qui fuient la guerre. Ce moment incitera le prochain projet de film que tournera l'actrice américaine, le drame romantique Sans frontières. La pré-production continue de s'étaler durant les derniers mois de l'année. Maintenant, il faut obtenir des autorisations pour tourner autour du globe. Et la principale question posée est: quel pays accepterait d'accueillir une production massive, avec une actrice à gros cachet, avec l'état actuel du monde qui se remet à grande peine? La production recevait avant cela des appels du pied de l'Écosse, s'intéressant à l'impact de Tomb Raider et souhaitant développer son industrie. Il se pourrait qu'il puisse accepter que la Paramount tourne là-bas. Après tout, pourquoi pas? Sachant que le premier épisode devait en partie être tourné en Chine, avec une partie de la Grande Muraille construite en Écosse. La boucle serait bouclée. D'autres pays se révèlent comme étant une nouvelle destination pour les réalisateurs chevronnés, comme l'Afrique du Sud, qui accueillera le tournage de Sans frontières, avec justement Angelina. Et comme le scénario de la suite se déroule aussi là-bas, l'idée semble évidente. Maintenant, il faut aussi négocier avec la Chine et Hong Kong. Mais pour Lawrence Gordon, pour l'instant la sécurité est le principal sujet d'inquiétude. En attendant la décision ultime de la Paramount,
Le premier film Tomb Raider termine sa course au box-office américain le 3 octobre, commence son parcours au Japon et se permet de déloger le dernier film d'animation des studios Ghibli, Le somptueux voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Une conférence de presse a même lieu où Angelina donnera quelques précisions sur la direction de la suite. We've been talking about doing another film, another one of these, and so I'll just pick up all her new hobbies. So I tend to develop her hobbies. and I'm a little terrified that the next one might involve water sports. Le mois de novembre verra sortir dans le monde le film en VHS et DVD qui se vendra par la suite comme des petits pains. Mais si le succès du film est complété avec celui des différents supports, dans les bureaux de Eidos, l'heure n'est pas à la réjouissance. L'éditeur n'a malheureusement pas gagné l'attention voulue avec le long métrage sur le catalogue vidéoludique de Miss Croft, et les autres titres sortis n'ont pas eu les ventes espérées. Les jeux se vendent moins. Mais pourtant, Eidos espère une année 2002 différente, avec la sortie de nouveaux titres en développement pour les 2 prochaines années, dont le projet Tomb Raider Next Generation, sur la toute nouvelle PlayStation 2, en développement depuis bientôt 2 ans chez Core Design, dont la première année n'aura servi qu'à une élaboration de concepts et de tests qui ont été mis à la poubelle avant de recommencer sur de nouvelles bases différentes. L'année 2002 commence et Dan Georgaris fournit enfin son premier draft aux producteurs, impatients de découvrir le travail réalisé à partir de leur traitement. Leurs retours sont unanimes. Lloyd Levin et Kirk Petruccelli sont satisfaits de l'écriture de leur jeune scénariste. Dean a une étrange habileté d'intuitivité pour ce que nous voulions achever. Il a réussi à plonger plus profondément dans le cœur de l'histoire, en développant des moments clés, tout en simplifiant d'autres choses qui en avaient besoin. Non seulement il a pensé avec créativité, mais aussi en termes de budget. Alors que notre structure restait identique, Dan a mis son attention sur les besoins de Lara en tant que personnage et gardé cet aspect de fable basé sur ce qui pouvait se produire. Dean a compris les objectifs implicites de Lara sans jamais ignorer la clé de l'aventure ou sa volonté d'exploration. J'ai toujours pensé au jeu lorsque je filtrais des idées dans mon esprit parce qu'on ne peut pas s'y soustraire, et à bien des égards, c'était notre plus grande ressource. Dean a eu l'intelligence d'ancrer l'intrigue de base dans ses racines extraordinaires, tout en faisant un bond en avant vers un terrain plus sombre et plus dense, avec de nombreuses intrigues secondaires interconnectées. Le résultat était un ensemble complet de Tomb Raider. Lara avait tous les éléments hérités, mais dans une configuration entièrement nouvelle et unique. Il étire le folklore de Lara sans le briser. Bien entendu, Angelina veille toujours au grain, et elle aussi n'hésite pas à faire part de ses commentaires et souhaits pour cette première version, comme les scènes d'action qu'elle souhaite, ou le rapport entre Lara et les autres personnages. J'ai été impressionné par le premier traitement de Lloyd et de Kirk, donc j'ai lu le script de Dean avec anticipation. Il était très bien, mais il y avait des changements que je souhaitais voir faits. Je voulais que les cascades soient plus agressives. Cette partie dans un film d'action est certes beaucoup de travail, mais j'adore. Je voulais en faire plus que ce pourquoi j'ai signé. Il y a cette scène que nous avons tous décidé de supprimer au début du développement. À un moment, Lara était dans sa résidence de luxe aux Seychelles. Lloyd et Larry avaient un souci avec ça en termes de coût, et j'ai trouvé que cela ne représentait pas sa personnalité. J'ai demandé à voir ces scènes prendre place au manoir Croft, un endroit dont les spectateurs sont familiers, ce qui permet de renforcer ses racines aristocratiques britanniques. Cela fait plus de sens de la voir dans cet environnement. Du galop à cheval et un peu de kendo ont été ajoutés dans les scènes du manoir également. J'ai aussi eu un regard sur la dynamique entre Lara et Rice, le vilain, ce que leurs codes moraux sont, comment ils se reflètent tous les deux en termes d'opposition. Puis il y a eu Terry Sheridan, le love interest de Lara. Dans la partie relationnelle, c'est normal d'attendre l'inattendu avec Lara. Personne n'aurait été satisfait avec un angle conventionnel sur Terry et Lara et leur rapport. Donc j'ai eu beaucoup à dire sur ça, et sur comment les personnages jouaient entre eux. Lara ne peut pas être l'élément de support dans cette relation. Elle doit être au sommet. C'était important d'utiliser leur lien pour amener plus de dimension à Lara, et montrer un côté qu'on n'avait jamais vu d'elle avant. Le scénariste prend toutes ces demandes en compte pour écrire le script final qu'il achèvera par la suite en juillet 2002. Le film est alors titré Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie. Son histoire propose de suivre Lara Croft en Grèce, au large des côtes de Santorin, à la recherche du temple de Lune, où Alexandre le Grand y a dissimulé des splendeurs inestimables. Lors de son expédition dans le temple sous-marin, elle récupère un médaillon et trouve un globe qui l'intrigue.
Elle croise aussi la route d'hommes menaçants venus s'en emparer et qui en profitent pour liquider froidement ses amis l'accompagnant. Lara fuit l'édifice en y laissant quasiment sa vie, sans récupérer les artefacts, mais gardant avec elle une vidéo du globe qu'elle a filmée en partie. Quelques jours plus tard, toujours sonnée, elle recevra au manoir Croft la visite du MI6, l'incitant à se mettre en chasse des hommes rencontrés précédemment. Elle apprendra de leur bouche que ces mercenaires font partie d'un groupuscule chinois du nom de Shailing, dont le chef se nomme Chen Lo. Celui-ci a été sollicité par le scientifique anciennement nobelisé Jonathan Rice, se livrant désormais à la manufacture d'armes biologiques afin de lui livrer le globe. Lara déduit que son objet de convoitise final n'est autre que la légendaire boîte de Pandore, ayant provoqué tant de malheurs au fil des siècles, et que le globe est une carte pouvant l'y conduire. Au vu de ces informations, le MI6 lui propose une escorte pour l'aider, mais Lara ne souhaite qu'une personne, Terry Sheridan, un ancien SAS ayant trahi son pays et accessoirement un de ses anciens amours ayant œuvré pour les Shailing. Tous deux iront de la Chine à Hong Kong en passant par l'Afrique pour retrouver le globe et empêcher Rice de s'emparer de la boîte de Pandore et de disperser ce qu'elle contient avec son armée de clones. Son scénario utilise plusieurs éléments préexistants en plus de ceux du traitement de Kirk et Lloyd Levin. La recherche de la boîte vient du traitement de Core Design ou de celui de James V. Hart. L'arrivée en moto sur la muraille et l'action se déroulant en Chine avec un passage où Lara rencontre une armée terracotta provient du script envisagé par Patrick Massett, John Zinman, Simon West pour le premier film, avant qu'ils aient dû réduire leurs ambitions. La base première de l'aventure en Grèce et son association avec le MI6 provient d'une partie du draft de Steven et D'Souza qui voyait Lara s'associer avec un homme de Scotland Yard et qui sera reprise et modifiée ensuite par Kirk Petruccelli et Lloyd Levin. James V. Hart a quant à lui un doute sur l'originalité des éléments du script de son compétiteur. Il s'agit de choses que j'ai écrites et qui ne figuraient pas dans un plan ou un traitement. Ainsi, tout ce que les producteurs ont aimé dans mon projet s'est retrouvé dans le film, mais ils se sont assurés que cela figurait dans le scénario du scénariste de leur choix. Il est donc injuste de dire qu'il a lu le mien comme j'ai pu le dire. Je ne sais pas quel était le fonctionnement du processus, mais le fait de voir les éléments du mien qui ont survécu dans le film me fait penser cela. Qu'à cela ne tienne, le travail de Dan Georgaris fait venir un réalisateur aux commandes du projet en la personne de Jan de Bont. Ayant fait ses preuves comme directeur de la photographie sur une cinquantaine de films différents sur 4 décennies, dont L'Arme Fatale 3 et Basic Instinct de Paul Verhoeven, de Bont fait ses armes de réalisateur de blockbusters populaires sur le film d'action Speed en 1994 avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, puis avec le film catastrophe Twister en 1996. Le réalisateur d'origine hollandaise se cherche au début des années 2000 une nouvelle voie, puisqu'ayant du mal à remonter la pente auprès du public et des critiques, après l'échec massif de Speed 2 Cruise Control en 1997, les voyages autour de la Terre dignes de James Bond et les films d'aventure passionnant Yann, pour lui, c'est une opportunité unique que de travailler sur la suite tant attendue des aventures de Miss Croft, alors qu'il espérait à l'époque réaliser le premier volet. Et ça l'est également pour les producteurs, ceux-ci ayant retenu la leçon avec leur douloureuse collaboration avec Simon West, sont ravis de l'arrivée d'un réalisateur plus expérimenté sur le projet. Il y avait plein de réalisateurs intéressés. Nous avons mis notre choix sur Jan de Bont car il y a 2 fois plus d'action que dans le premier film, et nous voulions une certaine intensité. Le berceau de la vie a aussi un sens plus basé sur la réalité que le premier, et Yann semblait parfait pour ça. Son action est dure, intense et pleine de suspense. En plus, le champ d'action est énorme, et je pense que Yann est vraiment bon à rendre ça sur un film. En termes de production physique, la logistique est incroyable, avec le nombre de destinations étrangères. Donc nous avions besoin d'un réalisateur qui pourrait porter tout ça sur son dos et qui ne soit pas hospitalisé avant que la production ne se finisse. De Bont a déjà des idées derrière la tête, puisqu'il a déjà collaboré avec Georgaris dans le passé, car il était le réalisateur envisagé par la Paramount pour le film Paycheck, sur lequel Dan a pu écrire. De ce fait, il lui demande de changer plusieurs choses dans son scénario et envisage des cascades plus intéressantes. Je voulais réaliser la meilleure version possible du scénario de Dean. On m'a donné toutes les ressources nécessaires pour réaliser un film complet et j'ai voulu le rendre aussi impressionnant que possible sur le plan visuel.
J'ai apporté des modifications au scénario parce que je voyais des domaines vitaux à améliorer. Lorsque vous allez voir un film à grand spectacle, vous ne voulez pas voir un remake de quelque chose que vous avez déjà vu. Il était hors de question que mon film Tomb Raider soit une répétition de quelque chose d'autre. Je voulais de l'action, de premier ordre, et j'avais l'actrice principale et un ensemble d'acteurs brillants pour le faire. Les intentions du réalisateur hollandais sont simples. Filmer l'action en cinémascope d'une façon plus chorégraphiée et intense, dans des décors les plus réalistes possibles, et avec le maximum de figurants provenant des régions visitées par l'aventurière, tout en surprenant un maximum le public, avec des idées de mise en scène plus inventives que le premier volet, tout en ramenant cet esprit de film d'aventure à l'ancienne. Comme directeur de la photographie, il engage le Britannique David Tattersall, ayant travaillé sur Star Wars épisode 1, La menace fantôme, et l'épisode 2, L'attaque des clones, mais aussi sur Les ailes de l'enfer de Simon West. Et oui, le monde est petit. Pour la réalisation de ce film, The Bond te touchera la somme de 5 millions de dollars. Mais celui-ci aura un défi de taille à relever. Comment réaliser la suite d'un succès commercial torpillé par la critique, et surtout, comment mieux faire. Alors qu'Angelina est en tournage pour Sans frontières à l'autre bout du monde, son partenaire à l'écran est choisi au rythme d'un long casting. Et après une délibération avec Angelina elle-même, le jeune acteur Gerard Butler, âgé alors de 33 ans, obtient son premier rôle dans une grande production. Après plusieurs apparitions dans des téléfilms, séries et films de petite envergure, il jouera le rôle de Terry Sheridan, l'amant de Lara. Gérard prendra la relève de Daniel Craig, qui, bien qu'ayant signé un contrat pour 3 films au départ, n'a pas entièrement apprécié son expérience de tournage. Je n'ai pas du tout aimé Tomb Raider. Je l'ai détesté. Détesté. Ce n'était pas ma tasse de thé, c'était une leçon. Je l'ai fait pour avoir un nom et ça s'est pas vraiment passé comme ça. Vous travaillez sur des scènes qui n'ont aucun sens. Le scénario était un peu n'importe quoi, il parlait de singes verts de 2 mètres de long, et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Malheureusement, je peux pas faire ces conneries de super-héros. Je n'y arrive pas. J'ai eu l'impression d'être un peu comme un idiot dans un mariage tout au long de la cérémonie. J'en avais probablement l'air aussi. Il faut 10 minutes pour réinitialiser les grands décors à chaque fois que l'on fait une prise. Il faut recommencer encore et encore et encore. Il faut rester sain d'esprit. Ça a duré 4 mois et je m'ennuyais à mourir. Mais je suis allé au Cambodge pendant 2 semaines, et je vais vous dire, ça m'a sauvé la vie. J'y retournerai un jour. Le modèle parisien et acteur sud-africain des films Stargate, Gladiator et Amistad, Digimon Onsu, incarnera Kosa, un ami lui prêtant main forte. Chris Barry et Noah Taylor reviendront également dans les rôles de Hilary et Bryce, les 2 sidekicks aidant Lara dans ses aventures depuis le manoir Croft. Pour faire face à Lara, l'acteur irlandais Ciarán Hinds, ayant principalement joué dans des drames et ayant surtout fait sa carrière sur les planches, jouera l'élégant et inquiétant docteur Jonathan Rice. Pour la première fois dans sa carrière, il se glissera dans la peau d'un méchant dans un film d'action. Son bras droit, Sean, sera joué par l'acteur allemand et sexe-symbole Til Schweiger, ayant au départ été considéré pour jouer le rôle de Terry. L'acteur hongkongais Simon Yam, véritable star depuis 25 ans, cumulant un grand nombre de films d'action à son actif, jouera Chen Lo, le leader de l'organisation des Shailing. Ce sera son premier rôle à Hollywood. En tout, le casting d'acteurs secondaires touchera 4 millions de dollars et les extras prévus autour du globe gagneront au total 250 000 dollars. Kirk Petruccelli revient à la barre en tant que production designer et aura du pain sur la planche pour donner vie aux différents lieux que visiteront Lara et Terry. Au programme, un temple grec sous-marin, une recréation d'un quartier de la ville de Shanghai, un laboratoire high-tech en plein Hong Kong, une forêt pétrifiée et une grotte mystique africaine composeront entre autres les quelques 102 décors de cette suite pour un budget estimé à 17,8 millions de dollars. Tout tourne autour des tombes. Un tombeau peut être une relique très classique du passé, mais il peut aussi s'agir d'un abri souterrain très moderne dans lequel on s'enferme, ou d'une grotte où un seul faux mouvement et vous voilà enseveli. Dans mon esprit, tout endroit où l'on affronte ses peurs les plus profondes est une tombe. L'une de nos zones est une antiquité grecque classique sous l'eau, tandis qu'en Chine, il s'agit plutôt d'une guerre biologique souterraine moderne et super-urbaine. Je considère cela comme un tombeau également parce que c'est un endroit où Lara doit traverser des passages et explorer des scénarios dangereux qui s'enfoncent de plus en plus dans le conflit de l'histoire. Puis il y a le dernier tombeau, qui joue avec les points de vue sur ce qu'est la réalité. C'est le tombeau le plus vaste, mais c'est aussi une exploration de l'organique et de la simplicité.
On y voit de grandes merveilles architecturales et des architectures ultramodernes, puis la Terre, qui est le berceau de la vie. Lindy Hemming sera également de retour pour habiller tous les personnages et proposera quelques tenues plus colorées pour Angelina, qui abandonnera le légendaire short de l'aventurière et ses habits majoritairement monochromes du précédent épisode. Pour un projet comme Tomb Raider 2, je consulte non seulement les mensuels de la mode, mais aussi les revues d'aventure et les National Geographic, ce genre de magazines pour connaître les tendances actuelles. Lorsque vous concevez des costumes, vous devez tenir compte de la manière dont la tenue finale sera éclairée. C'est pourquoi il est essentiel de tester tout nouveau tissu révolutionnaire aux couleurs délicates dans les conditions exactes dans lesquelles il sera utilisé. Il est alors possible de découvrir d'autres dimensions passionnantes du matériel. Elle portera des tenues plus adéquates à son aventure, telles qu'une combinaison de plongée moulante argentée dont elle n'aimera pas la couleur car souhaitant du noir. 12 modèles auront été conçus pour les besoins du tournage. Pour les autres tenues, nous retrouverons un ensemble avec pantalon désigné par Melanie Apple de couleur crème, accompagné d'une veste de satin doré coréenne Tour of Duty modifiée. Une tenue inspirée par l'art du kendo de couleur noire, une tenue d'équitation avec un pantalon jodhpur et une chemise blanche, un ensemble chemise et pantalon gris avec un débardeur blanc, une tenue d'hiver avec un long manteau glamour de couleur neige, un ensemble composé d'un pantalon et d'une tunique de style chinois. Celui-ci sera décliné en 2 coloris, beige et bleu sombre. Et pour finir, un bikini noir désigné par La Perla sous demande de Angelina, alors qu'elle-même déteste les bikinis. J'ai continué à appliquer à Lara le style épuré qu'Angelina et moi avions adopté dans Tomb Raider. Angelina a un corps magnifique, donc vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts pour la rendre fabuleuse. Tout a été pensé pour être simple, raffiné et moderne. Angelina est très sensible à la couleur et sait ce qui lui va le mieux et ce qui ne lui va pas. Elle est très à l'écoute de son environnement et s'intéresse à la façon dont les vêtements mettent en valeur le personnage de Lara. C'est un vrai plaisir que de travailler avec Angelina, et je créerai pour tous les films de Tomb Raider tant qu'elle y sera impliquée. Ces armes fétiches subiront un petit changement de coloris. Par ailleurs, dans le film, ces armes seront parfois en caoutchouc pour le besoin des cascades. Ses fidèles holsters, bottes et même son sac à dos décliné en 35 exemplaires passeront du noir au marron. Fini également le soutien-gorge rembourré. L'actrice américaine, n'appréciant pas cette contrainte imposée lors du premier film, évoluera sans artifice devant la caméra pour sa plus grande aisance. Pour les autres membres du casting, Hemming a emmené Ciarán Hinds dans des boutiques de luxe telles que Prada, Armani et Gucci. Noah Taylor et Chris Barry gardent le même style de look que pour le premier film. L'un a des jeans et des t-shirts d'occasion, et l'autre des costumes. Pour vêtir la tribu africaine, il est venu à Hemming l'idée d'un look tribal conçu avec leurs propres vêtements, complétés de fripes et de bijoux faits main. En général, Hemming dit s'être beaucoup plus amusé avec la confection des tenues dans cette suite par rapport à celle du premier volet. Côté véhicule, dans cette suite, Lara conduira un jet ski, une moto Suzuki DR 650 1986 modifiée, qui prendra une teinte dorée, et une Jeep Wrangler Rubicon, spécialement conçue pour le film, qui sera déclinée en 3 prototypes. Différentes doublures sont toujours présentes pour raison d'assurance. Eunice Liotard revient, mais il y aura aussi Andy Godbold, Amanda Kemp et le champion de jet ski Jeremy Phillips. Angelina Jolie gagnera 12 millions de dollars en reprenant son rôle, ce qui est 5 millions de plus que pour le premier film. Les repérages sont faits et c'est donc Santorin en Grèce, le Hertfordshire en Angleterre, les studios Pinewood à Londres, le pays de Galles, les États-Unis, Hong Kong, le Kenya et la Tanzanie qui sont retenus. Depuis le début, nous étions déterminés à mettre des séquences d'action sous-marine. Nous n'avions pas mis ça dans le premier film et c'est une grosse partie du jeu. Et après nous être gelé le cul en Islande la dernière fois, nous avons bien mérité d'avoir quelque chose d'un peu plus ensoleillé cette fois-ci. Quand Kirk et moi avons commencé à écrire, on se disait « Ouais, on ira au Kenya, en Grèce, à Hong Kong et en Chine », en s'attendant à ce qu'on nous dise non à un moment, mais cela n'est surprenamment jamais arrivé. Les comptes se font, et ce sont donc 118 millions de dollars que coûtera la seconde aventure globale de Lara Croft à la Paramount. Pour ce qui est des frais de production, la même combine de taxes allemandes pour le premier film est encore une fois utilisée. Angelina de son côté s'entraîne dur pour retrouver une masse musculaire avant que le tournage ne débute.
En plus de ses exercices, elle reprend des cours de diction, elle apprend le taekwondo, à monter en cheval en Amazone tout en tirant, à faire du kendo et du jet ski. Le tout en gardant les yeux sur Maddox, son premier enfant qu'elle a adopté au Cambodge alors qu'il n'était âgé que de 7 mois. Il ne reste qu'à la production de se préparer pour un tournage intensif qui durera 6 mois sur 4 continents. Toute l'équipe arrive en Grèce le 26 août 2002 pour tourner la scène d'introduction du film qui déclenche le début de la quête de la boîte de Pandore pour Lara. Le contexte, un mariage grec se déroulant sur les falaises de la ville côtière de Oia, se terminant par un tremblement de terre. Son choix de lieu n'est pas anodin, car le réalisateur voulait montrer un endroit dramatique où un temple aurait pu se trouver. Évidemment, le lieu est fragile, et De Bont ne fera qu'exploser des éléments apportés par son équipe. Pour filmer cette première séquence, De Bont fait appel à une centaine d'extras d'origine grecque pour que le résultat à l'écran soit le plus authentique possible. Plusieurs bateaux sont ensuite utilisés sur la mer Méditerranée pour filmer l'arrivée remarquée de Lara en jet ski. Toute cette partie, à l'exception de quelques gros plans, auront été effectués par Jeremy Phillips, un double champion du monde sud-africain en la matière, repéré par la productrice Shelly Clippard pour sa performance lors des US Pro Freeride Watercraft Tour à Los Angeles. Les entraînements de Angelina, qui pourtant déteste l'eau et les bikinis, ne sont malheureusement pas suffisants malgré son envie d'apprendre et les assurances refusant de lui faire effectuer la moindre action dangereuse. La production avait dans le souhait de commencer avec comme cascade d'intro, soit un tonneau, soit un saut périlleux. Mais celui-ci étant trop complexe, et malgré la tentative avortée de construire une rampe pour lui donner l'impulsion nécessaire, le choix d'un tonneau fut approuvé. Pour sa fabrication à l'écran, Jérémy, ayant le même type de corps que Angelina, est passé par une véritable transformation. J'ai dû porter une perruque et me raser le corps. Je portais un bikini et ils ont ajouté des faux seins. Dieu merci, je n'ai pas eu à attacher mon organe. Je portais un bikini La Perla qui parvenait à tout cacher. De temps en temps, il sortait et nous devions arrêter de filmer. Mais je remettais le tout en place et nous continuons. Les scènes d'exposition entre Lara et ses amis sont mises en boîte. Le rôle du capitaine du bateau, Gus Petracchi, est joué par l'acteur britannique Johnny Coyne, et celui de ses fils, Jimmy et Nicholas, sont assurés par Daniel Caltagirone, ayant joué dans La Plage et Le Pianiste, et par Fabiano Martel. Pour filmer les séquences montrant la manœuvre du bateau et l'arrivée sur les falaises de Oia, un hélicoptère sera utilisé. La dernière scène à être tournée sera celle montrant Lara émergeant des flots, perdue et fatiguée au milieu de la mer Méditerranéenne. Pour cette partie, Angelina était allongée sur un morceau d'épave en bois, retenu sous l'eau par un cascadeur. Le reste de la séquence en plan aérien a été effectué par une cascadeuse. L'équipe a bien eu du mal à la retrouver en pleine mer avec l'hélicoptère. Le tournage de ces quelques séquences a duré 1 semaine, et on pourrait croire que tout s'est bien passé au vu du cadre idyllique. Mais derrière tout cela se cache une autre histoire. Si pour le premier jour de tournage, Angelina était accueillie par un mot de la production lui disant « Bienvenue à la maison Lara », l'accueil de Jan de Bont, officié par la Paramount, fut drastiquement différent. La raison ? Une diminution drastique de budget de dernière minute. Le tout premier jour de tournage s'est déroulé en Grèce, sur une île. Le tout premier jour, nous avons reçu un appel. « Oh, je veux vous féliciter pour votre premier jour. Au fait, vous devez réduire votre budget de 12 millions de dollars. » Le tout premier jour. Et à l'époque, 12 millions de dollars, c'était 4 scènes. Et je me suis dit, attendez une seconde, qu'arrive-t-il au storyboard ? Vous allez créer d'énormes lacunes dans cette histoire. Et comment les combler ? Par quoi allez-vous les remplacer ? Et c'est ce qui nous a poursuivis. C'était vraiment dommage. Malgré ce début compliqué, n'augurant que peu de bonnes choses, il faut garder le moral et se préparer pour la prochaine destination. Pour commencer, le 14 septembre, c'est en fin de journée, au coucher du soleil, que sera tournée la séquence de l'arrivée de l'avion de Rice à l'aéroport privé de Wan Chai à Hong Kong. Cela se déroulera dans la station de la Royal Air Force de Northolt, se trouvant à South Ruislip, dans l'arrondissement londonien de Islington, à l'ouest de Londres. Et après, c'est au Royaume-Uni, au nord du pays de Galles plus précisément, que s'installe toute la production pour un tournage de 4 jours consécutifs prévu du 16 au 19 septembre. À l'origine, la Chine avait été envisagée, mais malheureusement, son gouvernement refusa net cette demande. Qu'à cela ne tienne, la magie de la mise en scène et la beauté naturelle de la région de Snowdonia fera illusion.
Les premiers à se mettre sous l'œil des caméras seront les cascadeurs Amanda Camp et Alan Hewitt de l'équipe Sky Science qui effectueront tous deux la partie en parachute. La séquence de départ à être tournée avec les acteurs se déroule au Lin Gwaiwant Campsite qui servira de point de passage à Lara pour récupérer ses armes et son véhicule afin de se rapprocher des Shailing. Ce sera l'occasion à la production de montrer son savoir-faire en transformant ce panorama servant de camping en village pittoresque de la Chine rurale. Pour arriver à ce résultat, une centaine de membres constituant l'équipe technique s'est mise à l'ouvrage ainsi qu'un fermier local à qui l'on a demandé de fournir plusieurs animaux pour habiller le décor. Shu Mei, qui est la vieille femme servant de contact à Lara, fut un ajout de Yan qui trouvait cela amusant que ce soit une personne plus âgée, à l'opposé d'une personne plus jeune, qui s'occupe du matériel de Lara. C'est alors qu'un incident perturbe le tournage. Le petit Maddox, alors âgé de 13 mois, subit de légères brûlures. Veillant sur son enfant avant toute chose, Angelina part à Liverpool avec son enfant à l'hôpital pour enfants Alder High. Il y restera 3 jours avant de retrouver sa mère. Le tournage reprend ensuite son cours, car il faut bien rattraper le temps perdu. Le sujet de la scène ? Une courte séquence à moto, prévue à l'origine pour être une poursuite, mais qui fut changée pour laisser libre cours aux personnages principaux de s'amuser un peu. Elle sera tournée sur la route jonchant le réservoir Fainan Logwai. Les parties les moins dangereuses seront effectuées par Angelina et Gérard, tandis que ce seront 2 cascadeurs hommes qui s'occuperont des différentes acrobaties et de pousser leur engin. La suite des scènes entre Lara et Terry sont tournées à l'ancienne carrière d'ardoise Alexandra Quarry. Et un élément posa problème. L'accent écossais de Gerard Butler, qui devait recommencer ses prises de nombreuses fois car celui-ci n'était pas compris par l'équipe. Heureusement, De Bont se montra rassurant avec l'acteur, lui assurant que tout passerait bien à l'écran. Lara et Terry se font par la suite capturer par les membres des Shailing. Pour endosser leur rôle, 30 membres de la communauté chinoise de Caernarfon furent engagés comme figurants. Vient ensuite la séquence d'action la plus complexe de ce tournage gallois. Une échappatoire improvisée du haut d'une falaise de 45 cm effectuée la tête en bas en s'arrêtant à quelques centimètres du sol. Il s'agit encore d'une idée apportée par De Bont qui ne voulait pas d'une fuite classique. Pour ce faire, 3 mécanismes ont été conçus. 2 pour supporter les acteurs et 1 pour la caméra qui suit leurs mouvements. Bien sûr, avant de réaliser la cascade, de nombreux tests seront effectués. Une nouvelle fois, la scène a été faite en 2 parties. Celle où les doublures sautent sur les cordes en se retournant puis descendent tout en tirant, et une autre partie où Angelina et Gérard seront aussi suspendus dans le vide pour les différents plans poitrine et gros plans. En tout, le tournage aura duré 2 jours consécutifs et le duo aura été descendu une 40aine de fois aux grandes dames de Gerard Butler qui se retrouva vite malade. Enfin, le tournage s'achève dans une séquence bien plus calme tournée dans un 4x4. Ce seront officiellement les premières scènes tournées entre Angelina Jolie et Gerard Butler. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Car en vérité, selon Jan De Bont, leur première scène ensemble n'était autre qu'une scène d'amour dans un bateau plus loin dans le film qui aura été tournée au préalable aux États-Unis par raison de sécurité. Car ils ne savaient pas si le tandem s'apprécierait toujours au bout de 6 mois de tournage. La semaine prévue s'étant quelque peu allongée en passant à 10 jours, la production devait déjà se préparer pour leur 3e destination. Mais avant cela, l'acteur Ciarán Hinds tournera sa scène d'introduction rapidement en 2 jours au studio Pinewood. Le décor d'avion était si petit que Yann s'est finalement mis à tourner caméra à la main avec succès. Une fois la scène bouclée, il ne restait plus qu'à décoller direction l'Afrique. Toute l'équipe de tournage, accompagnée des acteurs, arrive au berceau de l'humanité le 30 septembre pour un tournage qui s'étendra sur 12 jours. C'est enfin l'occasion pour le cast secondaire d'accompagner Angelina loin des studios. La première scène sera filmée au Kenya dans le parc national Hell's Gate. Elle montre l'arrivée de Lara en saut à parachute dans une Jeep, conduite par son ami Koza au milieu de la savane. Pour cette cascade, ce sera une nouvelle fois Amanda Kemp qui effectuera le saut, tandis que les plans rapprochés seront effectués à l'aide d'une grue déposant en toute sécurité l'actrice dans le véhicule. Les 3 jeeps prévus pour le tournage ont été montés en plus de 3677 heures, puis expédiés par avion jusqu'à Nairobi. L'équipe demeure nerveuse, puisque cela faisait depuis 20 ans qu'un film n'avait pas été tourné sur place et aucune infrastructure n'existait. La production a donc dû s'organiser elle-même de longs voyages aériens improvisés. Ceux-ci commençaient dès l'aube et duraient 1h20, suivis de déplacements 4x4 avec tout le matériel, pour au final ne pouvoir tourner que 3 heures chaque jour,
pour ensuite être de retour à Nairobi avant la nuit où les acteurs et la production séjournaient. Les températures pendant le tournage étaient tellement chaudes que 50 000 bouteilles d'eau ont été nécessaires pour l'équipe complète durant tout le séjour. Les rues de la ville de Nairobi seront filmées dans une courte scène impliquant Koza recevant un coup de fil de Lara depuis l'ambassade britannique. Les prochaines scènes à être tournées sont la rencontre entre Lara, Koza et la tribu des Maasai gardant les secrets de la boîte, ainsi que la fin du film avec Bryce, Hilary et Lara. Ce sera une nouvelle fois le Hell's Gate National Park qui sera utilisé comme décor naturel. La tribu présente dans le film est jouée par une authentique, celle des Pokot, qui est native d'un petit village appelé Loruk, situé près du lac Baringo, au nord-ouest du Kenya. Étant nomade, la tribu ne connaissait rien au monde du cinéma, mais se prêta au jeu. Sur les quelques 20 000 Pokot, 80 furent sélectionnés par la production avec l'autorisation de leur chef. La destination suivante de ce périple africain est le parc national Amboseli, d'où l'on peut apercevoir le mont Kilimandjaro. Il s'agit de l'endroit où sera tournée la scène où Lara, Koza et la tribu sont rejoints en hélicoptère par Rice et Shan, son bras droit, qui ramènent en otage Hilary et Bryce afin de faire pression sur l'aventurière. Le tournage de ces scènes aura été un véritable calvaire pour l'équipe, car une partie du matériel prévu dans les 120 camions n'est jamais arrivée à destination car il s'était perdu. Toute l'équipe est arrivée sur le plateau sans les caméras ni les batteries, avec seulement les objectifs et les câbles. Des heures auront été gâchées pour retrouver le camion contenant le matériel. La scène de sauvetage de Bryce et Hilary par Terry sera filmée 2 jours par raisons pratiques et économiques, puis sera transformée en nuit américaine par la suite au montage. Le dernier endroit prévu pour tourner est assez inattendu, et la production s'est battue pour l'obtenir. L'idée étant de faire terminer la quête de Lara au sommet d'un volcan, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Oidoingo Longai, aussi appelé la montagne de Dieu, qui se trouve en Tanzanie. La Paramount, en apprenant ce projet, le condamna d'un non catégorique, puisqu'aucune assurance n'accepterait de couvrir le casting principal. Pourtant, la production employa différents sismologues et géologues pour qu'ils fassent leur rapport toutes les semaines sur place afin de s'assurer que le volcan toujours actif n'entre pas en éruption. Toute l'équipe tourna la séquence à 3000 mètres d'altitude, mais un nouvel incident arriva sous la forme d'un orage. L'hélicoptère de secours ne pouvant plus atterrir, le cast principal réussit à rentrer à bon port et les Pokot sont restés sur place avec les techniciens, leur apprenant à faire du feu pour passer la soirée. Angelina terminera ce tournage éreintant en endossant sa casquette d'ambassadrice de bonne volonté, en visitant le centre pour réfugiés Kakuma et en leur faisant un don de 200 000 $, dont une partie servira à construire une école pour filles. Une visite qui ne durera que quelques heures, car la production doit repartir direction l'Angleterre. Après toutes ces destinations exotiques, revenir en Angleterre au mois d'octobre, alors que l'automne s'installe, semble une évidence. Et nous retrouvons donc la production dans le Hertfordshire, où seront tournées les scènes d'entraînement dans le parc de la propriété Hatfield House. Angelina a dû s'entraîner à monter en Amazone sur un étalon noir et apprendre également à viser avec un lourd fusil qu'elle fait tourner avant de tirer. Une nouvelle fois, une doublure sera de mise pour la partie où le cheval perd le contrôle et où Lara se retourne et tire. Mais Angelina n'est pas en reste au niveau des risques, puisqu'elle s'est prise un peu de chevrotine pas loin des yeux, et le cheval était assez récalcitrant avec les bruits environnants et l'emmenait parfois dans les arbres car il était effrayé. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Toute la production se retrouve à Hatfield House, qui cette fois-ci autorise le tournage dans quelques endroits de la bâtisse, alors que pour le premier film, les caméras ne dépassaient pas le seuil de l'entrée. La première scène qui sera tournée dans la bibliothèque montre Lara et Hilary qui s'entraînent dans un duel au kendo. Pour arriver à ce résultat, ils ont tous les deux dû apprendre, auprès d'experts du combat, différentes routines avec des bâtons coréens. Une petite scène intermédiaire où Lara appelle Koza du manoir est également tournée. S'ensuit la scène de l'appel à l'aventure où les agents du MI6 arrivent pour lui parler de Rice et des Shailing en lui demandant son aide. Elle sera tournée dans le grand hall et la bibliothèque. Certaines répliques seront improvisées par Angelina elle-même. La dernière scène à être tournée sera celle où Lara rejoint l'hélicoptère du MI6. La production se déplace ensuite dans les studios Pinewood pour tourner un grand nombre de scènes. La première sera la séquence de l'arrivée à la prison de Barlakala, censée se trouver au Kazakhstan, qui sera en réalité tournée sur le plateau extérieur du studio.
Tout le décor, à l'exception de l'arrière-plan qui est digital, est réel, y compris la neige. Vient ensuite toute la scène à l'intérieur de la prison, marquant la rencontre entre Terry et Lara. Gerard Butler se sera durement entraîné pour que ses muscles ressortent. La séquence d'échappatoire en pod est filmée, ainsi que les passages en moto sur la muraille de Chine qui seront faits sur fond vert. Les parties dans la caravane de Bryce avec Hilary sont également faites en studio. Vient ensuite l'une des plus grosses séquences du film au niveau décor, l'exploration du Temple de Lune. Pour réaliser cette imposante structure, 8 semaines ont été nécessaires pour la designer et des maquettes ont été réalisées. Une fois l'un des modèles sélectionnés et approuvés, la construction fut lancée et aura duré 4 mois environ. Il aura fallu 8 illustrateurs, 30 scénographes, 20 décorateurs et 120 personnes pour construire ce temple partiellement submergé, se trouvant dans un bassin sur une pente à 12 degrés. Pour cette partie, Lara et ses compagnons d'aventure arrivent par une poche d'air dans le temple avec leur véhicule amphibie. Et pour leur donner une impression de mouvement en surface, des rails ont été construites sous l'eau. Le reste des prises sur l'exploration fut assez longue, car il fallait que Angelina grimpe comme son modèle virtuel et se suspende dans l'air de nombreuses fois. Et pour cela, toute une logistique était mise en place avec des grues pour monter l'actrice qui était retenue par des câbles. Malheureusement, Jan de Bont ne pouvait pas être avec elle sur le plateau, car ayant eu un accident au genou entre-temps. Et le plateau était si glissant que les assurances ont refusé qu'il y aille de peur qu'il se blesse de nouveau. Toute la communication avec les acteurs aura été assurée par des moniteurs. L'hiver s'installe et il est temps de tourner à l'extérieur la scène de l'échappatoire du temple. Dans celle-ci, Lara n'a d'autre choix que d'affronter et d'utiliser un requin pour remonter au plus vite avant de manquer d'air. Pour cette séquence, Angelina sera immergée dans une cuve tapissée d'un écran bleu puis tractée à l'aide d'un câble qu'elle devra tenir représentant l'aileron. Dans cette partie, une doublure sera utilisée en dehors des gros plans. Le reste sera complété en post-production à l'aide de CGI. La scène du sauvetage sera tournée dans un bassin sur le plateau extérieur de Pinewood. Pour simuler l'arrivée du sous-marin, de gros compresseurs d'air ont été mis sous l'eau faisant de grosses bulles. L'idée de Jan de Bont était de faire croire à l'arrivée d'un monstre. Tout le reste du plan, à l'exception d'une partie du sous-marin et de l'eau, sera en CGI. La séquence suivante sera celle du combat entre Chenlo et Lara qui se déroule dans une caverne remplie de guerriers terracotta. Pour créer ces guerriers millénaires, 5 moules authentiques des guerriers de Xi'an ont été achetés par la production à un exportateur chinois autorisé par le gouvernement. Une fois que ceux-ci furent arrivés, plusieurs moules supplémentaires ont été réalisés et au total 60 soldats tous différents ornent la grotte. Certains sont en matière solide pour que Angelina puisse marcher dessus, et d'autres en fibre de verre pour que Simon Yam puisse les briser librement. Dans la suite de cet affrontement, Lara finit par désarmer son opposant à l'aide d'un fusil, et ses mouvements sont une réplique du Queen Anne Salute utilisé comme exercice par l'armée américaine. Toute la séquence de combat a été réalisée sans doublure, que ce soit pour Simon Yam ou Angelina Jolie. Il est temps de s'occuper de la partie qui se déroule au sommet de la falaise qui cache le repère des Shailing. Toute l'ouverture de la caverne et le Bouddha qui constituent le décor sont reconstitués en studio. Le panorama extérieur, lui, sera incrusté. La première scène est celle de la discussion entre Lara, Terry et Chenlo. L'acteur Gerard Butler tournera une scène de combat où Terry tente de survivre à un membre imposant du gang des Shailing. Il se fera remplacer par une doublure quand il se fera mettre au tapis. La dernière scène sera la première partie de l'échappatoire de la falaise où Lara et Terry fuient leurs opposants et se retournent sur des cordes, probablement avec des doublures. La descente étant filmée au Pays de Galles. Une autre grosse scène utilisera à son plein potentiel le backlot du studio Pinewood. Il s'agit d'une recréation d'un marché de la ville de Shanghai en Chine, où Lara et Terry doivent récupérer le globe avant qu'il ne soit transféré à Rice. Il était impossible de tourner en Chine. Alors la production a fait venir plusieurs camions contenant de nombreux objets chinois divers et variés afin de construire les commerces, les établis et autres immeubles pour donner à ce décor un aspect authentique. Un calligraphe hongkongais a également fait le déplacement pour écrire en mandarin la centaine de néons présents dans la scène. À la base, la place de la pagode fleurie aurait dû être plus grande, mais finalement, la réduction de sa proportion donne un aspect plus représentatif des places chinoises dont elle s'inspire. Les décors sont construits à l'intérieur même des immeubles,
car l'utilisation d'une pièce classique dans un studio aurait empêché d'avoir un résultat convaincant. L'hélicoptère utilisé est une maquette à taille réelle maintenue et descendue par des câbles. Elle a été utilisée dans les films Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas. Il aura fallu plusieurs essais pour que le passage où les pales de l'hélicoptère qui tranche un néon alors que Lara est dessus apparaissent crédibles, et pour permettre à Angelina de sauter en toute sécurité. Pour une grande partie de cette séquence, c'est la cascadeuse Eunice Liotard qui assurera de grimper sur les toits, de sauter sur les enseignes et de faire du saut à la perche improvisé. Gérard Butler utilisera aussi son cascadeur pour rattraper Eunice en plein saut pour la hisser. Et Angelina fera quelques gros plans ici et là. Enfin, une scène d'échappatoire devait être tournée avec 3 taureaux primés et 10 vaches. Elle montrait Lara qui utilisait son ingéniosité pour faire fuir les hommes de Rice en déclenchant la colère des animaux piégés dans un abattoir, en inversant sa veste, révélant une doublure rouge et jouant les toréadors tout en montant sur un taureau et tirant avec ses flingues. Malgré la présence d'animaux sur le plateau et de la confirmation de l'actrice lors d'interviews, il semblerait que cette scène n'ait jamais été filmée, probablement dû au risque, au côté trop fantaisiste et au coût de tournage. Elle sera remplacée par les hommes de Rice qui en profitent pour déguerpir une fois que Lara plonge dans le vide. La prochaine scène prévue par l'emploi du temps est celle du labo secret de Rice où Lara et Terry s'infiltrent pour récupérer le globe. Son design provient d'une idée de Jan de Bont lui-même qui voulait plusieurs couches de verre pour représenter des obstacles invisibles. Dans le screenplay, Lara devait découvrir une salle de clones ayant tous l'apparence d'une banale étudiante vue dans la scène de l'avion privé de Rice. Ce sont eux qui serviront de transmetteurs au virus de Pandore. Lara, le pistolet sur l'un d'eux, se refusait de les tuer à cause de leur apparence, malgré l'insistance de Terry. Cette scène devait servir à montrer l'humanité de Lara. Par la suite, toutes les glaces explosent de partout, et il aura fallu faire de nombreux essais pour qu'aucun morceau ne blesse les acteurs. 700 glaces auront été nécessaires pour la conception du décor. Le passage où Lara se fait maintenir la tête sur du verre par Sean, joué par Til Schweiger, était le moment qu'Angelina a préféré tourner selon Jan de Bont, qui lui conseillera de ne pas le dire à la presse. Le maximum de scènes sont filmées. Il est temps pour les acteurs et la production de se reposer un peu avant leur prochain voyage. L'année 2002 s'achève de façon un peu moribonde pour la franchise, puisque le tant attendu 6e épisode, programmé le 15 novembre pour profiter des fêtes, n'est pas sorti dans les temps. Malgré une promotion débutée concrètement à l'E3 2002, il sera donc repoussé au mois de février 2003 par souci de proposer un jeu de qualité. Il y a beaucoup dans la balance, car en ces temps, Lara Croft représente ni plus ni moins près de 1,2 milliard de dollars de revenus, dont 700 millions uniquement pour les jeux. Elle a même son propre agent. Pour faire patienter les joueurs, un nouvel épisode annexe sur Game Boy Advance, nommé Tomb Raider de Prophecy, est sorti le 12 novembre 2002. L'histoire se concentre sur Lara qui, en déchiffrant une ancienne prophétie, se met à la recherche de pierres magiques en Suède, au Cambodge, en Italie et en Roumanie. Elle devra pendant sa quête affronter la secte du Tech de Borez. Développé par Ubisoft, le jeu séduit les fans qui sont ravis de retrouver leur héroïne préférée dans un jeu de bonne facture. Les critiques, elles, sont mitigées de retrouver les mêmes mécaniques de puzzle que dans les jeux habituels. Mais les spin-offs, ce n'est pas tout. Eidos compte énormément sur le nommé Lara Croft Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, le premier épisode d'une trilogie, pour se renflouer suite à l'échec de Qui veut gagner des millions 2. De plus, le directeur financier de la société a entre-temps démissionné et des négociations de rachat avec la société française Infogrames ont duré plusieurs mois et se sont révélées être une distraction préjudiciable. Fort heureusement, l'accueil enthousiaste réservé à Hitman 2 Silent Assassin et à la suite de Time Splitters aide l'entreprise à sauver la face. Mais Eidos et Core Design le savent bien. Ils n'ont pour ainsi dire pas le droit à l'erreur, ou la franchise pourrait s'arrêter pour de bon. Le début de l'année 2003 commence par un nouveau voyage pour l'équipe de tournage, cette fois-ci plus réduite, qui l'emmènera durant une semaine dans la ville de Hong Kong. Mais avant cela, l'équipe se pose dans le village de pêcheurs de Potoy-Ho pour tourner une petite scène où Lara participe à une partie de mahjong entre commerçants pour l'aider à payer ses vêtements qu'elle portera dans la ville de Hong Kong. Une autre scène montrant un peu plus la relation Terry-Lara sera tournée dans le ferry les amenant dans la ville.
Jan de Bont tourne le plan d'ensemble présentant pour la première fois Hong Kong aux spectateurs sur Hennessy Road, au beau milieu d'une route remplie de véhicules divers. Angelina, Gérard et Ciaran tournent ensuite leur scène de rue devant le Times Square à Causeway Bay. Les scènes d'action et de fuite se dérouleront au même endroit dans le magasin Times Square. Pour cette partie, un trucage digital sera utilisé par la production, car le building que l'on aperçoit par la vitre du centre commercial se trouve en réalité à 9 minutes du lieu de tournage. La scène sera ensuite entrecoupée de plans tournés au studio Pinewood. La séquence la plus complexe à tourner est sans nul doute celle qui se déroule sur le Two International Finance Center, un building alors en pleine construction. Il était auparavant le 3e plus grand building du monde, puis est devenu aujourd'hui le 38e avec sa hauteur de 412 mètres de haut. À l'origine, dans le script écrit par Georg Harris, Lara et Terry devaient s'échapper de l'endroit à moto par le parking souterrain en serpentant dans les rues de Hong Kong jusqu'à la baie. Mais l'idée ne plaisait pas au réalisateur qui trouvait cela déjà vu. Alors, il décida une approche bien plus intéressante et audacieuse. Et si l'échappatoire se déroulait dans le ciel? Les parties de dialogue seront assurées par Angelina et Gérard, et le reste sera évidemment effectué par des cascadeurs, bien que Angelina voulait réaliser le saut elle-même. Comme d'habitude, avec les assurances, cela était impossible. Il aura fallu du temps pour trouver des personnes capables de relever un tel défi et l'équipement nécessaire pour une telle cascade. C'est alors que la production remarqua l'équipe Botasten, qui sera composée de Eriksson pour Angelina et Martha Rosen pour Gérard. Ces deux personnes suédoises, étant spécialistes de saut en wingsuit, ont été engagées pour faire l'impensable, sauter du building, puis glisser dans leur combinaison jusqu'à la baie de Kowloon avant d'ouvrir leur parachute pour atterrir sur un bateau. Au total, il aura fallu 20 sauts depuis un hélicoptère pour la partie parachute et 10 sauts depuis le building pour la partie glisse dans les airs. Une troisième personne a également dû faire les sauts avec les cascadeurs tout en portant une lourde caméra sur sa tête pour filmer l'exploit. Angelina et Gérard tourneront la scène d'arrivée sur le bateau en étant maintenus par une grue dans les airs reliée à un parachute. Toutes les scènes à l'intérieur du bateau seront tournées aux États-Unis. La scène suivante, tournée au port de Aberdeen, qui était plutôt simple de prime abord, montre Lara arriver vers une péniche où vit une famille. Mais elle a été bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Angelina a failli subir un accident en tournant une troisième prise, quand des morceaux de fer s'étant décrochés sont tombés sur son Zodiac en manquant de la blesser. L'équipe n'a pas été tendre envers Jan de Bont, le maintenant pour seul responsable de l'incident. Les dernières scènes qui seront tournées sont celles dans la péniche où Lara décode le globe sous les yeux d'une famille médusée. Petite anecdote amusante, l'épisode de Bob l'éponge qui passe à la télé est le 6e de la saison 1, appelé La pêche à la méduse. Maintenant que les scènes voulues sont en boîte, l'équipe de production et les acteurs n'auront pas le temps de faire du tourisme, car il faut repartir direction l'Angleterre pour achever le tournage. Après ces émotions fortes à Hong Kong, toute l'équipe de production s'active de tourner les dernières scènes avec l'objectif de finir au mois de février. Les premières seront les scènes sous la mer qui seront tournées avec l'aide d'un écran bleu et de quelques éléments de décor. Cette séquence a été réalisée selon une idée de Steven Begg, alors influencé par le film de SF Léviathan. Angelina et les acteurs seront sur des véhicules amphibies qui seront tractés par des câbles à plusieurs mètres du sol sur un décor limité. Les séquences étaient prévues pour être tournées sous l'eau, mais les véhicules n'en faisant qu'à leur tête et la visibilité réduite empêchaient toute possibilité de rendre quelque chose de plaisant visuellement. Le retour sur le set du Temple de Lune ne sera pas de tout repos pour Angelina. Dans la scène, Lara se fait attaquer par les membres du Shailing et par la force des choses doit abandonner son butin et plonger dans une cuve d'eau d'une hauteur de 12 mètres, puis nager en évitant que les différents débris, statues et autres colonnes du temple ne lui tombent dessus. Pour réussir ce casse-tête logistique, plusieurs vérins hydrauliques ont été utilisés, et plus de 4 163 952 litres d'eau, amenés par tuyau en 5 jours, ont constitué l'immersion et la destruction du temple. Le but étant de pouvoir faire bouger chaque pilier pour les faire tomber à la demande. Bien entendu, de nombreux tests ont été effectués pour que aucun des acteurs ne soit gravement blessé. Les scènes restantes à tourner sont toutes celles qui concernent le climax du film. Toutes ces séquences auront été conçues comme les niveaux d'un jeu vidéo par de Bont. Premièrement, la scène se déroulant dans la forêt pétrifiée, dont le décor sera construit sur le plateau 007. Chaque arbre présent dans la séquence ont été créés individuellement par l'équipe d'artistes
pour les rendre les plus malveillants possibles dans leur forme, et une ombre mouvante réelle donne à ce lieu un côté inquiétant. Une des idées de Bond était d'induire le spectateur en erreur en lui faisant croire que les babouins étaient les créatures qui les observaient. D'ailleurs, le même babouin a été utilisé plusieurs fois pour les gros plans, car la production n'a pu en avoir qu'un seul au lieu des 4 demandés. Les gardiens de l'ombre qui s'en prennent au groupe seront des créations entièrement digitales. Les acteurs se faisant attaquer seront attachés par des câbles qui seront ensuite tirés au bon moment. Et Til Schweiger aura son propre cascadeur pour immortaliser sa disparition à l'écran. La scène où Lara comprend comment accéder au berceau de la vie en utilisant le globe sera composée de mini-cratères volcaniques d'où sort une fausse lave activée par des pompes. L'ouverture du lieu sera faite sur fond vert. Cette fois, Ciarán Hinds aura son cascadeur pour se jeter dans le vide. Plusieurs solutions auront été écrites pour montrer comment Lara pense résoudre le puzzle, et finalement, ce sera la plus simple qui sera utilisée. La scène au cœur du berceau de la vie se déroule dans un décor imaginé par Jan de Bont, qui avait en tête un lieu en rotation perpétuelle interconnecté en sections, dont le but sera de perdre le spectateur. Il aura d'ailleurs bien eu du mal à se faire comprendre par son équipe. Pour cette idée, le réalisateur aura été inspiré par son idole Stanley Kubrick et son film 2001 l'Odyssée de l'espace, où des gens marchent la tête en bas, Angelina et Ciarán Hinds pouvant eux aussi marcher au plafond ou sur le sol, tout en étant filmés par les caméras, elles aussi en mouvement permanent. La présentation de la boîte de Pandore fut le fruit d'une longue réflexion. Fallait-il la rendre imposante ou aussi modeste que son lieu de repos? Ce sera la seconde solution qui sera choisie. La séquence de combat au corps à corps entre Rice et Lara se battant pour la boîte de Pandore était originalement plus longue. 2 fins seront tournées. La Paramount craignant que celle originellement prévue dans le scénario avec Terry qui change d'attitude en étant attiré par le profit de la boîte, qui poussera Lara à le tuer de sang-froid, soit contraire aux fins hollywoodiennes classiques et obligera de Bont à réaliser une seconde version où Rice tue par accident Terry. Pour finir, la mort de Rice sera faite en CGI. Le tournage se termine un peu plus tard que prévu, le 19 mars 2003, à la grande joie des acteurs. Maintenant, c'est au tour de la post-production pour donner une forme finale au film en moins de 5 mois pour une sortie prévue non plus en juin, mais en juillet. Le montage du film démarre avec Christian Wagner, connu pour son travail sur les films Mission Impossible 2, Volte-Face et Meurt un autre jour, le dernier James Bond en date à l'époque. Malheureusement, son passage durant quelques semaines peine à convaincre la production, qui pense à quelqu'un de bien plus prestigieux. C'est donc à Michael Kahn que Jan de Bont propose de monter la suite des aventures de Lara Croft. Les deux hommes se connaissent bien, puisque Michael a eu l'occasion de lui prêter main forte sur Twister. Mais il est surtout reconnu dans la profession pour être le monteur attitré et encore aujourd'hui de Steven Spielberg. Nul doute que ses capacités de monteur, démarrant des aventuriers de l'Arche perdue jusqu'à Arrête-moi si tu peux, ont su convaincre les studios pour éviter l'un des problèmes avec le premier film, à savoir avoir trop de personnes s'occupant du montage des séquences, leur donnant un rendu trop chaotique. Quelques scènes seront écartées du montage final, principalement par raison de rythme. La première à être raccourcie est Lara qui sera sauvée par un sous-marin au début du film et qui envoie valser dans l'eau son ami Bryce, mécontent de l'aventurière qui a saboté son matériel. La scène n'apporte rien, et le moment dans le scénario n'était pas adapté pour faire de la comédie slapstick. La scène d'échange entre Lara et Kosa à l'ambassade, qui révèle la présence des gardiens de l'ombre trop tôt dans le film, sera complètement supprimée. Dans le screenplay, Lara découvrait sous elle une figure monstrueuse gravée alors qu'elle essayait de s'emparer du globe dans le temple de lune. La scène entre le MI6 et Lara est raccourcie car elle n'apporte pas grand-chose et dévoile la possibilité que Lara pourrait tuer Terry à tout instant. Mais cette question est alors posée par Bryce et n'a donc pas beaucoup d'impact. La scène de la prison de Barla Carla est sensiblement raccourcie de quelques plans qui montrent un corps être amené en dehors. Dans le screenplay, il s'agissait de l'ancien partenaire de prison de Terry dont il s'est débarrassé. La séquence d'arguments entre Lara et Terry après leur échappatoire du repère des Schelling sera supprimée, car les informations n'étaient pas forcément nécessaires et selon les studios, leur relation était suffisamment établie. La petite scène amusante avec Lara qui joue au mahjong est une scène inédite n'apparaissant pas dans le screenplay. Elle sera coupée par raison de rythme, de même que la scène du ferry amenant Lara et Terry à Hong Kong.
La dernière scène coupée est la fin alternative du combat entre Rice et Lara. Les studios n'aimant pas vraiment la fin originale. Il est intéressant de noter que dans le screenplay, la scène est sensiblement différente. Lara, après un combat avec Shan et Rice, dit à Terry, une fois qu'il a montré ses vraies intentions, de garder la boîte. Puis il se fait rattraper et tuer par les gardiens de l'ombre. Ce n'est pas Lara qui le tue de sang-froid. Du coup, la dimension dramatique est moins présente. Au niveau des effets spéciaux, Chris Corbould et toutes les équipes des studios Peerless, MPC Film, Cinesight, Milfilm, Double Négative et Dimenson's Creature Shop travailleront d'arrache-pied pour pouvoir donner au film des effets spéciaux convaincants. De l'écran vert, bleu et plusieurs matte painting serviront à augmenter la taille des décors à l'écran, comme sur les nombreuses séquences sous l'océan. Les scènes les plus complexes à réaliser auront été celles des gardiens de l'ombre, car il aura fallu conceptualiser les créatures au préalable, puis les faire vivre en 3D et les animer. D'autres idées telles que la projection du globe en 3D auront été des demandes de dernière minute par le réalisateur. L'objectif principal, avant que le tournage ne débute, était d'éviter que les équipes d'effets spéciaux n'aient à cravacher jusqu'à la dernière minute, les poussant à passer des nuits blanches entières sur le film. Pour cela, plusieurs idées ont été réalisées en pré-production pour ne laisser que le gros du travail une fois le tournage terminé. Mais une fois que Jan de Bont est arrivé, les plans ont vite changé. L'idée était de faire fonctionner l'ensemble du projet. Ainsi, lorsque nous aurions le réalisateur et tout le monde à bord, il sauterait dans un train en marche. Mais en réalité, Yann a tout fait dérailler. Il avait une toute nouvelle vision des choses, ce qui est compréhensible. Alors que nous allions dans une direction, nous devions soudain changer de trajectoire à 90 degrés, ce qui n'était pas sans conséquence. En fait, il avait une vision nouvelle de certaines séquences et de certaines choses qui se produisent dans le film. Yann avait naturellement sa propre vision de l'aspect et du déroulement des choses, et elle ne correspondait pas nécessairement à ce que nous avions fait en pré-production. À bien des égards, le film est similaire au précédent, en ce sens que nous nous sommes tous lancés dans la course et que nous ne pouvons pas nous arrêter tant que nous ne nous heurtons pas au mur de briques à la fin. Et pendant que les effets spéciaux et le montage se font à vitesse rapide, un autre élément vient troubler la post-production. Il y a comme un air de déjà-vu qui trouble cette post-production, car une nouvelle fois, le compositeur choisi pour le film ne semble pas faire l'affaire des studios. Cette fois-ci, c'est Craig Armstrong qui en fera les frais. Le musicien ayant écrit la trame sonore pour Roméo plus Juliette et Moulin Rouge de Baz Luhrmann, ou encore Bone Collector avec Angelina Jolie, remettra une démo intitulée Labsine, jouée lors de l'infiltration du labo de Rice, avant de se faire éjecter du projet. Néanmoins, son travail sera conservé dans le film. L'intention du studio avec la musique clash avec la vision du réalisateur qui souhaite quelque chose d'orchestral, plus traditionnel des films d'aventure, alors que les producteurs espèrent un métrage nappé d'une bande originale comme le premier film. Mais en attendant, bien que les arguments fusent des deux côtés, il faut bien trouver quelqu'un pour écrire une partition. Ce quelqu'un ne sera autre que Alan Silvestri, le compositeur renommé ayant écrit les partitions de nombreux films, tels que la trilogie Retour vers le futur, À la poursuite du diamant vert, Forrest Gump ou encore Le retour de la momie. Celui-ci se trouve être sans proposition, puisqu'ayant été lui aussi déchargé de sa responsabilité sur le prochain pari des studios Disney, Pirates des Caraïbes, au profit de Hans Zimmer et de Klaus Badelt. C'est alors qu'il reçoit un coup de fil de Lawrence Gordon. C'était l'une de ces choses qui se passent quand on dit « Pouvez-vous venir cet après-midi ?» Notre réalisateur était censé prendre un vol pour rentrer en Europe et il a peut-être retardé son départ d'un jour pour que je puisse venir et que nous puissions voir le film ensemble. C'était à la dernière minute. C'est un nombre de 4 semaines qui furent offertes à Alan pour mettre en œuvre son écriture. Heureusement, Lawrence Gordon connaissait par un précédent appel sur Predator en 1987 les aptitudes efficaces du compositeur pour sauver un film le plus rapidement et efficacement possible. Cela s'est produit lors de la post-production, lorsqu'il ne reste pratiquement plus de temps pour discuter ou pour écouter des pistes secondaires et des échantillons de musique, explique M. de Bont. Alan et moi le savions. J'ai décrit un peu ce que je recherchais, connaissant ses nombreuses et excellentes partitions sur d'autres films. Avec si peu de temps avant la sortie du film, il avait besoin de chaque minute qui lui restait pour travailler sur la partition. Afin de travailler sur sa composition, Alan a pris en compte les demandes du studio en matière de son et les attentes de Jan de Bont. J'ai été clairement inondé de points de vue contradictoires. J'essaie toujours de tenir compte de la réalité, d'une manière ou d'une autre. Et je lisais. Ce n'étaient pas des feuilles de thé, c'était des néons scintillants.
Il était clair que le studio souhaitait une approche plus rythmique et énergique de la partition. Yann, je pense, voulait quelque chose de plus vaste et de plus orchestral. Il voulait quelque chose qui donne à son film une impression de grandeur, de gloire et de beauté, et quelque chose qui rende son action et sa narration spectaculaires. J'ai essayé, dans la mesure du possible, d'orienter mon approche vers quelque chose qui aurait une composante rythmique très forte. Le compositeur a déjà ses idées en tête sur comment il construira son approche musicale pour son thème principal. J'essaie de trouver quelque chose qui va essentialiser une vision du film. C'était le thème de Forrest Gump. C'est exactement la même chose pour Retour vers le futur. Cela a commencé sur un morceau de papier manuscrit, et j'ai essentiellement écrit une chanson. Mais elle devait avoir une portée héroïque. Elle devait avoir une portée introspective. Si je la jouais avec une trompette solo quand Doc ramène Marty en 1985 et qu'il est seul dans la rue après tout ça, c'est un soldat après la bataille avec cet écho, le souvenir de ce qu'ils ont traversé. Pour le thème de Lara, je cherchais quelque chose qui aborde sa nature exotique, tout en étant clairement héroïque. Quelque chose qui ait une composante mélodique qui me permette de dépouiller les éléments et d'utiliser des morceaux de motifs qui puissent constituer un fil directeur au fur et à mesure que nous progressons dans le film. Mais clairement une grande sensibilité mélodique, un thème principal, pour que nous ayons le même sentiment que dans les films de James Bond. On sentait toujours qu'on allait voir un grand film. Maintenant que ses intentions musicales sont posées, il est temps de travailler, et Silvestri a sa propre méthode pour écrire une partition. L'astuce, si nous voulons la considérer comme une astuce, consiste à se référer constamment à la narration et à chercher constamment des indices sur la manière dont le cinéaste a construit une scène. Si vous regardez le film, Yann n'a pas tourné chaque séquence en un grand plan d'ensemble. Ainsi, lorsqu'il change d'angle de prise de vue, que nous dit-il ? Et c'est l'occasion de changer de couleur, de changer de personnage. Si nous devons suivre un personnage qui saute dans une voiture, va quelque part, en sort, entre dans un immeuble, court à l'étage, s'élance sur un toit, n'y trouve rien, repart, ce sont là des moments clés de l'histoire. Conservons-nous le rythme, mais jouons-nous maintenant des accompagnements plus longs ? Est-ce que nous approfondissons lorsque le plan prend de l'ampleur ou que l'action s'accélère ? Allons-nous vers la partie inférieure de l'orchestre et commençons-nous à ajouter un peu de muscle et de dynamisme ? Je cherche en permanence des moyens de rendre les choses intéressantes. Je n'écris pas une séquence de 5 minutes pour la donner ensuite à un monteur et le laisser commencer à découper le film. Je ne saurais même pas comment faire. Je pense qu'en termes de carrière, j'ai peut-être souffert du fait que c'est comme ça que je travaille. Parce qu'une grande partie de ce que je fais, c'est... Si vous ne voyez pas cette séquence, vous vous demanderez « Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tous ces changements ?» Parce que je ne l'écris pas en dehors de l'image. Je l'écris en fonction de l'image. L'encre coulant encore de ses pages, il ne lui reste plus qu'à enregistrer son œuvre musicale au prestigieux studio Abbey Road à Londres, auprès du Symphonia of London, avec ses 100 instruments et son chœur. Le résultat, une fois soigneusement mixé par son partenaire Sounds, un mélange entre des sonorités ethniques, sélectionnées selon les destinations visitées par Lara, reliées par une couche à la fois électronique et orchestrale. Du côté de la bande originale voulue par le studio, l'électro drum and bass du premier opus laisse place à une sélection musicale à proéminence plus rock, indé pop et électro, avec des artistes tels que Filter, de Dandy Warhols, Saliva, Pod, remixé par Oakenfold, et Conjure One, le projet musical du leader du groupe New Age Delirium. Dave Stewart a également enregistré à la demande de la Paramount au studio Abbey Road. En résultera de ces sessions le morceau non utilisé Flight to Freedom, qui était apparemment censé être joué lors de l'échappatoire du building à Hong Kong et qui apparaîtra sur la bande originale. Cela sera la seconde fois que l'ancien Eurythmics s'approchera de la franchise Tomb Raider, car ayant composé l'album Come Alive et le repackage Female Icon, sorti en 98 et 99 pour Lara Croft en personne, démarrant une carrière musicale sous les traits et la voix de Rona Mitra, alors mannequin officiel de l'héroïne à l'époque. Cette fois-ci, l'utilisation des musiques sera bien plus discrète qu'auparavant. Elles apparaîtront majoritairement de façon diégétique, c'est-à-dire diffusées dans le film même, à l'exception d'une seule scène, lors de l'entraînement à cheval, où le riff de guitare de la chanson Heart Goes Faster de The Davy Brothers se fait entendre. Le résultat final montrant que De Bont remporta son bras de fer avec les studios.
Une nouvelle fois, une bataille semble se dérouler en arrière-plan depuis le début du tournage pour comprendre qui sont les scénaristes du film à ajouter dans les crédits. Et en effet, à ce stade, on peut très bien se le demander avec ces 3 traitements et le screenplay. Nous savons que le premier et second traitement datant de septembre et octobre 2001 sont écrits par Kirk Petruccelli et Lloyd Levin. Mais quelqu'un remet en cause l'authenticité du projet, Steven de Souza, l'un des scénaristes du premier film. Then cut to like 2 years later, I'm in South Africa doing a favor for somebody, working as a surrogate producer on a picture that's filming there. And I see a press release, scenes from the Tomb Raider sequel. And I go, wow, those are like scenes from my script that got torn to shreds. So cut a long story short, I write a letter to the Writers Guild and I said, this is going to sound crazy, but when this Tomb Raider 2 script comes through, could somebody look at the script I wrote that wasn't shot? Because I think they shot it. And it turns out that's what happened. So the Tomb Raider 2 movie incorporates the plot that I wrote for Tomb Raider 1 that was discarded, even though all the action scenes in the first Tomb Raider movie were from my draft. But I guess in the credit determination, which is a whole arcane thing that goes on with the Writers Guild, they didn't see any dialogue or plot, they just saw the stunt. But now, I get like checks in the mail for the second one. So there's a happy ending to a failure there. Le traitement Duel of Destinies de Core Design peut être mis de côté, puisque cette version utilise des éléments des traitements déjà écrits et eux-mêmes reprenant des parties de script non retenues pour le premier film. Par exemple, la scène du tunnel de la mort, dans le traitement de Levin et Petruccelli, réapparaissant dans Duel of Destinies, se rapproche beaucoup de la séquence du premier temple que Lara visite dans le script de Michael Coelari et Mike Werb, y compris la description et la brume hallucinogène. De même que la trahison du coéquipier Crispin rappelle celle de Alexis. Quant au screenplay final, celui-ci utilise des éléments du script écrit par James V. Hart. Finalement, la Writer Guild of America tranche une nouvelle fois. L'histoire est déclarée être écrite par Steven de Souza et James V. Hart, et le crédit du screenplay ira à Dan Georgaris. La promotion démarre peu de temps après le tournage, le 28 mars 2003, avec la traditionnelle bande-annonce diffusée dans les cinémas et sur Internet. Cette fois-ci, pas de Super Bowl pour piquer la curiosité du public. Le poster officiel sera dévoilé le 19 avril. Et enfin, un second trailer sortira un mois plus tard, le 22 mai. Comme pour le premier film, un site officiel interactif bien fourni reprendra toute l'actualité autour du métrage. Côté partenariat avec les marques, des équipements électroniques de la société Panasonic seront utilisés par Lara dans le film. Notre aventurière conduira une Jeep Wrangler Rubicon et plusieurs spots seront tournés. Cette promotion sera le déclencheur d'une bataille entre la Paramount et la chaîne de cinéma américain Regal Entertainment Group. Le studio, souhaitant promotionner son film en installant un véhicule de la marque à l'entrée des cinémas, n'aura pas réussi à négocier avec la plus grosse chaîne de cinéma du pays un accord financier découlant de leur politique de ne pas promotionner une marque ou un produit d'une autre compagnie sans une compensation monétaire. Cela résultera à la lourde conséquence pour le film à ne pas faire partie de la programmation de 47 cinémas. L'horlogerie ne sera pas en reste puisque Lara et Rice porteront des montres de la marque Tissot, modèle T-Touch. Côté promotion musicale, une bande originale orchestrée par le label Hollywood Records et le producteur Mitchell Leib sortira le 22 juillet. Son directeur marketing Charlie Datry expliquera le choix des artistes présents sur l'album. Il s'agit d'une extension du film et tout ce qui s'y trouve est lié à sa thématique. On y retrouvera le groupe de rock Saliva interprétant Time, une chanson enregistrée pour l'occasion dont José Scott, aujourd'hui ex-leader du groupe formé en 1997, parlera dans une interview pour Billboard. Le groupe a choisi Time pour l'album car c'est une chanson qui hante. C'est à propos de quelqu'un qui a aimé et perdu et qui voit son visage sur d'autres personnes. C'est une chanson parfaite pour le film car cette fois ils vont plus sur l'histoire de Lara Croft, ce qui en fait quelqu'un d'individuel et d'humaine. Le premier film était plus le personnage de jeu vidéo qui venait à la vie. Alexandra Slate, une artiste canadienne débutante du label dans le style pop-rock, espère voir ses chances de succès se concrétiser avec une apparition de son titre Bad Girl, extrait de son album Edge of a Girl, sortant le 16 septembre.
Je suis vraiment heureuse qu'ils aient utilisé Bad Girl pour le film. Cette chanson est à propos du point que l'on trouve quand on pense qu'on est quelqu'un d'autre. Cela correspond avec Lara Croft, qui montre ses différentes personnalités durant le film. Mais c'est le groupe de new metal américain Korn qui promotionnera le film à la télé dans le clip de Did My Time, aux côtés de Angelina Jolie, dans une battle de groupe contre leur double maléfique. Le morceau sorti en single devait faire partie de la bande originale, mais un conflit entre leurs maisons de disques empêcha toute apparition sur l'album du film. Le titre sortira l'année d'après, dans leur 6e album, Take a Look in the Mirror. C'est à propos des choses de la vie qui continuent d'arriver. Quand est-ce que je vais enfin prendre une pause ? Je dis dans la chanson que j'ai rendu mes comptes, que j'ai fait mon temps. Dans toutes les choses ratées qui arrivent dans ma vie, quand est-ce que quelque chose de bien va arriver ? Un second clip avec le groupe britannique The Davy Brothers, un projet musical composé du musicien Robin Davy du groupe de blues The Hawks et de son grand frère Jess, chanteront Heart Goes Faster, un extrait de leur unique album Monkey No. 9, Monkey Child, Monkey See, Monkey Do, mettant en scène le duo accompagné d'images du métrage. Une promotion est prévue pour lancer l'album Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life Soundtrack, avec des streams et des chansons envoyées par email et des affiches dans les magasins. Le traditionnel album avec une sélection des orchestrations du film, composé par Alan Silvestri, nommé Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life Original Motion Picture Score, sortira le 22 juillet 2003 sous le label Varese Sarabande. Il faudra attendre l'année 2022 pour voir sortir une édition deluxe limitée comprenant tous les morceaux présents dans le film. Un nouveau fabricant de jouets prend la relève de Playmates qui n'aura pas eu de chance avec sa gamme dédiée au premier film, notamment ses poupées. Sota Toys proposera une gamme de figurines articulées, de statuettes et de bustes en résine. Plus improbable, Hot Wheels lancera un pack Cradle of Life comprenant une Jeep et une moto, reprenant les designs du film. On reste dans l'insolite, avec Lara Croft faisant la promotion du lait de vache via la célèbre campagne publicitaire américaine Got Milk. Quelques goodies sortiront pour la promotion du film, dont des t-shirts, mais cette fois-ci sans Angelina Jolie. Des badges, des pochettes, un calendrier, des cartes postales, des cartes à collectionner, des gobelets et autres porte-clés seront disponibles. Une novélisation du film, écrite par Dave Stern, utilisant en partie le screenplay, sortira, ainsi qu'un magazine officiel racontant la création du film. Une cinquantaine de magazines seront publiés dans le monde pour couvrir le film, et plusieurs spots seront diffusés en radio. Un camion se baladera dans les États-Unis proposant de découvrir quelques objets du film. Pour terminer, Eidos fera également une double promotion pour le film en incluant dans les bonus du prochain jeu Lara Croft Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, la bande-annonce du film, ainsi que des stickers sur les boîtes invitant le public à voir le film au cinéma et certaines comprenant même un ticket pour voir le film. La promotion reste bien moins impressionnante que pour le premier volet. En témoigne le peu d'interviews autour du monde ainsi que du faible nombre de magazines sortis. Angelina Jolie passera également par le Comic-Con de San Diego pour rencontrer ses fans le 19 juillet, soit 2 jours avant que la Paramount ne dévoile le film au monde. Et la tension est palpable. Toute l'équipe, entourée de vedettes, se retrouve au Chinese Theatre de Los Angeles pour la traditionnelle avant-première, tandis que la Paramount dans l'ombre se met à attendre les résultats de pied ferme. Le film américano-britannico-germano-nippo-hongkongais au nom de Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life, produit sous le même modèle que son prédécesseur par les sociétés Paramount Pictures, Mutual Film, Lawrence Gordon, la BBC, Eidos Interactive, Telemunken Group, Tohotowa et October Pictures, pour un budget de 95 millions de dollars, soit moins que son budget initial programmé à 118 millions de dollars, sort le 25 juillet 2003 aux USA. Malheureusement, au niveau du box-office, le film déçoit, avec un score en premier week-end d'exploitation de 21 783 641 $, lui valant la 4e marche du podium, soit 55% de moins que le premier volet. La suite des aventures de l'exploratrice anglaise, ayant été projetée dans 3222 cinémas à travers les États-Unis, aura du mal à conquérir les spectateurs face au succès surprise de Spy Kids 3D Game Over et ses 32 500 000 entrées. Tandis que Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl des studios Disney, continue son raz-de-marée, l'emmenant à sa 3e semaine à 176 millions de dollars remportés. Et Bad Boys 2 ferme la marche avec ses 80 millions de dollars remportés en 10 jours. La Corée du Sud, suivie de Hong Kong,
sont les prochains territoires à accueillir le film le 25 et le 31 juillet. Et le reste du monde le découvrira à partir du mois suivant. Le 14 août en Allemagne, le 20 août en France, le 22 août au Royaume-Uni et le 20 septembre au Japon. Le film rapportera pour toute son exploitation mondiale 160 099 222 $. Un score bien en dessous du premier et de ses vertigineux pour l'époque de 174 703 340 $. De plus, il se verra interdire de sortie en Chine, car proposant une vision non conforme du pays, selon le Parti communiste chinois. Après avoir vu le film, j'ai l'impression que les Occidentaux ont présenté la Chine avec des intentions malveillantes, a déclaré un fonctionnaire chinois. Ce film ne comprend pas la culture chinoise. Il ne comprend pas la situation de la Chine en matière de sécurité. Il ne peut y avoir de société secrète en Chine. Le premier ayant rapporté 1 076 000 $ sur le territoire. Au niveau des critiques presse, pour beaucoup, il y a du mieux. Mais les avis semblent être un peu blasés au vu des réactions après le premier volet, certains trouvant les situations trop over the top ou stupides. Encore une fois, la course à qui fera la headline la plus salée est lancée. Du côté des fans, les avis sont mitigés, notamment sur la partie romance. Se déclarant en premier lieu peut-être prête à tourner une suite, mais voyant les résultats piteux au box-office, Angelina se ravisa rapidement. « Je n'en sais rien. Je verrai comment il démarre et comment les gens réagissent. Je parlerai aux fans et je verrai s'ils en veulent un autre. » Elle blâmera par la suite la campagne marketing qui ne la sexualisait pas assez à son goût. Une fois qu'ils ont effacé toute sexualité du poster, c'était fini. Adieu le box-office. Soyons réalistes, le premier a vraiment bien marché. De leur côté, la Paramount accusa la réception critique de Lara Croft Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Ce 6e épisode, sorti un mois avant, mettant en scène une Lara plus froide et une ambiance plus sombre et mature, n'ayant que peu convaincu la presse et les joueurs par son manque d'innovation en matière de gameplay, ses contrôles archaïques et ses bugs. Ce qui mènera à l'éviction de ses développeurs originaux Core Design par Eidos. Le directeur du studio Core Design, Jeremy S. Smith, paiera de sa personne avec son frère Adrian Smith, le directeur des opérations de Core, pour avoir fait trop de promesses non tenues durant la campagne promotionnelle du jeu, ainsi que les nombreux reports de sortie et la réception globale du jeu et du film. Ils démissionneront de leur poste le 15 juillet 2003. Mais du côté du film, ce n'est guère mieux. La personne qui en aura le plus pâti n'est autre que son réalisateur Jan de Bont, qui, écœuré par le contrôle excessif de l'éditeur et les coupes imposées par la Paramount, décidera pour un long moment d'abandonner sa carrière au cinéma. Il en parlera dans une interview donnée par le site Uproxx en 2022. C'était pas une très bonne expérience, mais c'est surtout parce que le studio essayait d'interférer d'une certaine manière. Et le fait est que les créateurs du jeu étaient également impliqués. Et ils ne m'ont jamais dit qu'ils avaient aussi leur mot à dire sur le scénario. Tout d'un coup, il y a eu tous ces changements, et qui devait être quoi, et qui devait faire partie de la distribution. Et tout d'un coup, c'est devenu une si grande affaire, tout était important. Et puis on se dit, attendez une seconde, est-ce que tous les films vont être comme ça ? Le studio a son mot à dire sur ce qui sera fait, sur les scènes à jouer, et même sur le type de chemise que les acteurs doivent porter à un moment donné. Il n'aimait pas les boutons d'une chemise, je me souviens encore d'un appel. Je n'aime pas les boutons de la chemise. Je me souviens même plus, comment s'appelait le type ? Le premier rôle masculin de ce film ? J'ai oublié son nom. Mais ensuite, attends une seconde, tu m'appelles parce que tu n'aimes pas les boutons de la chemise ? C'était tellement absurde. C'était vraiment absurde. Et puis, je devais constamment faire face à des problèmes de budget. Il y a des films sur lesquels je voulais travailler et qui, malheureusement, n'ont pas été réalisés. Aucun d'entre eux n'a été réalisé. Je me suis dit, attends une seconde, est-ce que c'est trop de travail ? C'est trop difficile. Parce que j'avais l'impression que ce n'était pas une période traditionnelle au cours de laquelle les studios prenaient une part beaucoup plus importante dans la réalisation du film. Et c'est devenu... ça n'en vaut pas la peine, vous comprenez ? Côté produits dérivés, la soundtrack du film n'arrivera pas à se vendre autant que la première. Elle se classera à la 14e place du top soundtrack de Billboard et terminera sa course en 24e position après 3 semaines. La longévité durera plus longtemps au top Billboard Electronic Album en rentrant le 9 août directement en première place, puis se finira 9 semaines plus tard à la 20e place. Et pour ce qui est des ventes globales, elles nous sont inconnues. Le single Did My Time de Korn, par contre, deviendra un beau succès en se vendant à 26 000 copies, leur donnant leur seul titre classé au Billboard à la 38e place, tout en étant deuxième au Billboard Hot 100. La fin de l'année 2003 s'achève sur de meilleurs auspices
avec la sortie aux USA le 12 novembre des différents supports vidéo qui se vendront bien. En France, un gros plan marketing à 1 million d'euros brut se met en place à la télé, sur internet, à la radio et dans les magazines pour assurer le succès commercial du support destiné à couvrir les rayons à partir du 4 mars 2004. Côté jeu, L'Ange des Ténèbres terminera sa course avec 2 500 000 copies écoulées dans le monde. Un troisième film devait être mis en chantier en 2004 et fut annoncé par le producteur Lloyd Levin via PlayStation Magazine UK, malgré le résultat en demi-teinte au box-office de son prédécesseur, mais suffisant pour la Paramount avec les ventes des supports pour retenter le coup. Il devait être scénarisé par James V. Hart en proposant de retrouver l'aventurière ayant faim de sa mort pour des raisons obscures. J'ai écrit un traitement pour la suite du premier film, qui commençait par ses funérailles. Et Lloyd a toujours pensé que c'était le troisième film, que tout le monde pense qu'elle est morte. C'était davantage la mémoire dans la peau, qui expliquait pourquoi elle devait simuler sa mort, pourquoi elle devait entrer dans la clandestinité et pourquoi elle devait faire croire au monde entier qu'elle était morte. Lloyd pensait qu'il était trop tôt dans la saga pour raconter cette histoire, mais il aimait l'idée que le troisième ou le quatrième film soit vraiment axé sur les personnages. Mais Angelina restera sur ses positions et déclarant dans une interview pour World Entertainment News Network en mars 2004 qu'elle avait fait le tour du personnage et le projet de poursuivre la franchise fut enterré. « Je ne pense pas que j'ai besoin d'en faire un autre, car je me suis sentie heureuse avec le dernier. C'était celui-là que nous voulions vraiment faire. Dans le premier, j'ai été en quelque sorte frustrée, mais j'essayais quelque chose de nouveau. Et avec le second, j'ai ressenti que c'était comme ça que nous voulions le faire. » Cette seconde aventure a promis beaucoup aux spectateurs. La réalisation de Jan de Bont tranche par rapport au côté plus brut de celle de Simon West. On sent l'expérience derrière la caméra qui demeure plus libre et moins statique. Plus de plans techniques sont tentés, les paysages sont mis en valeur et de nouvelles idées de réalisation ont été apportées. Et la photographie est également soignée. On retrouve avec plaisir le dépaysement qui fait la force de Tomb Raider, avec des décors impressionnants et réels. Mes parties préférées sont sans aucun doute l'exploration du temple de Lune en Grèce et la scène des gardiens de la nuit. Mais les événements qui se déroulent en milieu urbain prennent un peu trop de place à mon goût. Le montage est bien moins clipesque et les chorégraphies de combat sont plus fluides et élégantes que dans le premier film. Malheureusement, les doublures sont bien trop voyantes. Et si dans le premier film, elles étaient présentes mais quasiment invisibles à l'écran, ici les effets déployés pour les cacher sont de pauvre facture. On peut noter aussi que certains effets spéciaux sont non finis. Les cascades sont intéressantes. Et bien que par exemple il y ait des critiques sur la longueur de la séquence de saut depuis le building, cela reste quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, pour le moment. Ainsi je comprends le choix de la montrer dans son entièreté. Cette fois-ci, toute proportion gardée, le scénario est mieux écrit, et nous plonge dans un mystère un peu plus complexe. Tous les éléments autour de la recherche du globe sur comment le décoder sont très plaisants. De même que la relation Lara-Terry, qui est pour moi mieux ficelée que celle avec Alex West. On garde une dimension sur le respect des cultures présentes dans le film précédent, et Lara apprend une leçon sur la dangerosité des quêtes qu'elle peut entreprendre. Le récit tente d'équilibrer le plausible et le fantastique en faisant de son aspect surnaturel une vraie surprise. Lara a un arc scénaristique développé et ses raisons. Elle est plus vulnérable, en témoigne la scène de l'échappatoire du temple. Elle n'a pas la réponse à tout, et cette fois-ci, elle doit coordonner ses habitudes avec un partenaire, ce qui amène à un changement de ton. Elle garde son côté héroïne, mais cette fois sera confrontée à des choix moraux. Elle est plus souriante, amicale, et moins parfaite que dans le premier volet. Elle a enfin atteint une écriture qui la rend dimensionnelle. La sexualisation de Lara est bien moins présente que dans le premier film, ce qui permet de prendre le personnage plus au sérieux. Cette fois-ci, pas de scène de douche. Et au moins, le corps à corps avec Terry est justifié par leur relation passée. Pour ce qui est des enjeux du film, l'ombre de la boîte de Pandore offre une menace qui est plus terre-à-terre qu'un simple objet magique, tout comme Rice, dont les ambitions sont plus crédibles que celles des Illuminati. Jonathan Rice n'est pas le méchant le plus fouillé, mais il a une certaine élégance qui le rapprocherait d'un méchant de James Bond. Cependant, il demeure trop passif et pas assez effrayant. Pour finir, les seconds rôles apportent ce qu'il faut et ont une véritable utilité dans l'histoire. Bien entendu, les performances des acteurs globalement sont bonnes. Angelina donne le meilleur d'elle-même et Gerard Butler s'en sort pas mal pour lui tenir tête. Djimon Hounsou, pour le peu qu'il est à l'écran, est crédible. Ciarán Hinds semble s'amuser dans son rôle de vilain
Til Schweiger a la carrure de l'homme de main. Quant à Simon Yam, malgré sa courte présence, il offre toute sa technique. Il ne reste que Chris Barry et Noah Taylor qui, malgré leur peu de scènes, ont toujours une bonne alchimie ensemble. La localisation française nous offre Françoise Cadol au plus haut de sa forme, qui nous livre une excellente interprétation de Lara. Rice veut retrouver la boîte grâce au plan. Une fois qu'il l'aura, qu'il ouvrira cette boîte. Il fera ressurgir une arme bien plus puissante qu'aucun de nous ne peut l'imaginer. La voix de Marc Saez sied à Gérard Butler, lui donnant un côté charmeur et baroudeur. On se fait comme qui dirait un voyage d'agrément. On va respirer un bon bol d'air pur dans les montagnes et faire une halte chez mes potes, les Shailing. Quant à Igor de Savitch, qui a donné ses cordes vocales dans de nombreux James Bond, il est tout à fait approprié pour Rice, avec un ton jouant entre la froideur et l'arrogance. Un homme assez malin aurait su que j'avais déjà un coup d'avance sur lui. Et il ne serait jamais monté dans cet appareil. Je savais que vous oseriez, monsieur Monza, poussé par l'audace que vous aviez de vous croire plus fort que moi. Le reste des acteurs s'en sort très bien. Petit point voxophile, on retrouve Alexis Thomasian dans le rôle de Chienne. Eh ben Terry, y a un mot qui t'a échappé dans Ne reviens jamais. La musique de Alan Silvestri nous offre un thème qui reste parmi les plus mémorables dans la franchise, mais se retrouve utilisé de bien trop nombreuses fois. Ses orchestrations se révèlent efficaces, bien que peu mises en avant. Le morceau Pandora's Box est une belle réussite, ainsi que Arrival in China et Orb Transmission. La soundtrack, plus rock que électronique, demeure sympathique, mais reste moins mémorable pour moi comparée à celle du premier film. Bien que les morceaux Did My Time, The Last Eye, Satellite, Time, Heart Goes Faster et Bad Girl sont efficaces. En soi, malgré tous les points positifs que j'ai pu donner, ce film reste celui que j'apprécie le moins, dû à la trop grosse présence de scènes d'action et d'un contexte plus urbain dans les aventures de Miss Croft. Mais l'effort de proposer une suite mieux conçue est là. Il est seulement dommage que celle-ci se rapproche bien trop d'un James Bond, car elle fait le choix de concentrer son aventure hors des temples pour une grande partie de son scénario. En ces temps modernes, la duologie de films Lara Croft Tomb Raider sont vus comme des films de seconde zone. Mais à l'époque, le premier film représentait un pari assez risqué pour le cinéma. Mettre en premier rôle une femme dans un film d'action n'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui. Pourtant, malgré un développement chaotique par un studio n'ayant aucune idée et peu de confiance face au matériel qu'il adapte, ce qui est une chose malheureusement fréquente à Hollywood, le premier film a pu intéresser de nombreuses personnes, et beaucoup de fans ont pu connaître le personnage de Lara Croft par ce biais. Le grand public n'étant pas familier à l'univers proposé par les jeux vidéo, a ainsi pu découvrir une version du personnage assez proche de celle des jeux. La carrière d'Angelina Jolie décollera après ce rôle, qui a su la mettre en confiance pour devenir une des grandes stars du cinéma américain moderne, lui ouvrant la porte pour des projets de films d'action avec Disney, Marvel, ainsi que des collaborations prestigieuses avec Clint Eastwood, Oliver Stone ou Robert Zemeckis. La découverte du Cambodge lors du tournage du premier film a également pu pousser l'actrice à s'investir dans des causes humanitaires tout en s'ouvrant au monde qui l'entoure et retrouvant une paix intérieure. Mais lui a aussi permis de tourner une page personnelle dans sa relation avec son propre père John Voight. But I thought it was a way for me to reach out to my father. We hadn't been close in that way, and I thought this would be a way we could meet on this new ground that I've found for myself as an artist, and I could meet him on this ground and get him to know him in this way. And it was very much us saying hello and goodbye, and in a weird way, it was a few months before the last time we ever spoke. So it was kind of a hello and goodbye, and something that was very therapeutic and something, you know, that we both needed. And Son actrice pour la localisation en France, Françoise Cadol, aura également vu sa carrière prendre un essor considérable. Étant la voix française attitrée de Lara Croft dans le jeu vidéo Tomb Raider depuis le premier épisode sorti en 1996, le studio de doublage Dubbing Brothers, en lui confiant ce rôle, ne se doutait certainement pas que l'actrice et dramaturge deviendrait pour le même coup la voix française officielle d'Angelina Jolie encore à ce jour. Arrête, je vais pas te faire mal. Je veux voir d'où vient le sang. La franchise Tomb Raider a pu être sauvée grâce au succès du premier film, ouvrant un nouvel intérêt à un public plus large pour le personnage de Lara Croft, alors que Core Design travaillait d'arrache-pied sur le passage très attendu de l'héroïne sur PlayStation 2 avec Lara Croft Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Un épisode qui verra retrouver dans son logo une typo métallique similaire à celle du film, ainsi que le même sous-titre.
et Lara manipulera dans les cinématiques les mêmes armes que la Lara des films. Bien plus tard, le studio Crystal Dynamics sortira en 2006 le jeu Lara Croft Tomb Raider Legend, un soft reboot de la licence qui incorporera des éléments provenant des films, tels que le redesign du manoir Croft calqué sur les décors de Kirk Petruccelli et octroyant à Lara un look, une coupe de cheveux, des accessoires high-tech et une attitude plus légère, fortement influencée par les films. We looked at both directions. I think we looked at picking up the story a bit closer to where it had left off, and we also looked at stepping back a little bit and looking at the franchise across media. And I think in the end, that's what we ended up doing, is realizing that as much as the games were the foundation of the Tomb Raider experience, that we had a lot of people that were familiar with the films and came into falling in love with Lara Croft through the movies as well. And some of what we did was try to take a step back and unify those two lenses into Lara's world, and pick up a little bit farther away from where Core had left off, as an opportunity to really start a new chapter in Lara's story with everything that came before it in mind. Même la musique, composée par Troel B. Follman, possède quelques similarités. I went back and looked at the soundtracks for the previous games and how they worked in the game. Again, what they did right and what they did wrong. We went back to the movies, the two movies, and tried to look at that soundtrack as well. And we sort of established a template for what we wanted to do in this game. Ses compagnons de travail, Zip pour la partie technique et Alistair Fletcher pour la partie historique, sont un dérivé du personnage de Bryce, l'aide de terrain. Bien qu'un personnage nommé Zip faisait équipe temporairement avec Lara lors de son infiltration de la tour VCI dans Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Le premier film a fortement influencé le background de Lara, dont la famille se retrouvera au cœur du scénario des jeux de Crystal Dynamics, bien que la famille de Lara fut tout d'abord au centre de l'intrigue du premier arc Le Masque de Méduse du comics Tomb Raider sorti entre 1999 et 2000. Le second film introduira une des thématiques qui sera utilisée dans d'autres Tomb Raider par la suite, à savoir la recherche d'une explication rationnelle ou non derrière chaque mythe, ainsi que l'utilisation d'un côté légèrement plus réaliste. Le nom du père de Lara nommé Richard Croft dans le premier film perdurera dans la trilogie Legend Anniversary Underworld et continuera dans la trilogie Survivor commencée en 2013. U2 gagnera le Grammy Award de la meilleure performance rock pour un duo ou un groupe en 2002 avec Elevation, et la chanson deviendra un de leurs nombreux tubes. Le tourisme cambodgien profitera du succès du film et attirera beaucoup de visiteurs voulant découvrir les lieux que Lara ait pu fouler lors de son aventure. Le temple Ta Prohm, où s'est déroulé le tournage du premier film, prendra officiellement le nom de temple d'Angelina Jolie en novembre 2010. Les films ont su aider à la reconnaissance du personnage du point de vue du public non-joueur. Aujourd'hui, si vous demandez qui est Lara Croft à un inconnu dans la rue, il est certain que l'on vous réponde Angelina Jolie. L'imagerie iconique du short débardeur monochromatique du poster du premier film se retrouvera dans de nombreux médias quand ceux-ci feront référence à Lara ou Tomb Raider. De même que le décor de Kirk Petruccelli dans la séquence d'ouverture avec le robot. Moins glorieux, quelques parodies friponnes pour adultes se serviront de l'image des films officiels pour de piètres résultats. Le premier passage de Lara Croft au cinéma a réussi à inscrire le personnage hors de son jeu pour qu'un public plus important le découvre. Mais le film, bien que pétri de bonnes intentions, demeurait imparfait et tentait trop d'émuler le jeu. Sa suite, ayant eu un développement moins ardu, tente de son mieux pour répondre aux critiques en proposant une Lara plus humaine et moins inattaquable, en jouant sur l'idée d'une relation passée pour nous investir émotionnellement. Il y a également une véritable envie d'aller encore plus loin, avec plus de scènes d'action, plus de lieux visités, mis au service d'un scénario mieux construit. Mais le film, dans ce qu'il gagne en qualité, perd dans son identité, en lorgnant trop du côté des films d'espionnage, pour un résultat mi-figue mi-raisin, mais toujours divertissant. La perte de ses racines est la même erreur qui a pu dérouter les fans lors de la sortie de l'Ange des Ténèbres, avec l'ajout du personnage de Curtis Trent et d'un contexte plus noir. Que ce soit pour le jeu ou le second film, les mêmes erreurs se sont reproduites.
Avec un personnage aussi installé et protégé que Lara Croft, le moment n'était peut-être pas encore venu pour la Paramount d'expérimenter avec le style de ses aventures. Bien que n'étant qu'un demi-succès, le studio croyait encore au pouvoir de son héroïne un an après. Mais est-ce que le public et les fans auront été au rendez-vous pour un nouvel épisode ? Rien n'est moins sûr. Finalement, après 2 films, l'impact des aventures hollywoodiennes de Lara se fait ressentir encore à l'heure actuelle sur la saga. Et le visage d'Angelina Jolie restera pour toujours intimement lié à la franchise. Ils ne gagnent certainement pas une place majeure dans le panthéon du cinéma d'action, mais méritent amplement leur place dans la pop culture, et cela peu importe l'avis de leurs détracteurs. C'est donc le 30 juillet 2003, suite à l'échec commercial et critique de l'Ange des Ténèbres, que les fans dirent adieu à la Lara classique de Core Design, Eidos prenant la décision de confier la licence aux Américains de Crystal Dynamics, responsables de la série des Legacy of Kain et de Gex le Gecko. L'avenir sera différent pour Miss Croft, mais aussi plus radieux, et peut-être qu'un jour, un 3e film sera finalement tourné avec une nouvelle actrice talentueuse, mais ceci est une autre partie de l'histoire. If I take off all my clothes, well, that makes me a bad girl. What if life itself goes to shit? Now that I've been pushed around, well, tell me something I don't know, 'cause I've held off way too long now. Yeah, it's not the way you hold me. Hold me responsible. I'm not who you think I am. Hell, I fooled the whole world. Nobody knows I'm a very, very bad girl. Yeah, I'm a bad girl. So I wrote this song for sanity. Yeah, it tells me